Je crois que je préférais qu'on soit dans du question-réponse, donc si vous avez des questions, posez-les-moi, parce que c'est des domaines qui sont très larges, très complexes, entre ce que c'est que la critique, comment on la pratique, comment on fait par rapport à certaines contraintes économiques, qu'est-ce que c'est de travailler dans une revue qui est une revue qui appartient à un groupe ou une revue qui est indépendante, c'est quelque chose qui est très très vaste et qui change en permanence. C'est-à-dire que le temps qu'on mette en place, qu'on énonce les questions, c'est une situation qui évolue de manière phénoménale. Moi, je pense que le vrai souci aujourd'hui, c'est plus qu'on participe, c'est pas que la critique, c'est que ça va plus loin que ça s'élargit, et qu'on est juste dans, on est des espèces de dégâts collatéraux d'une accélération générale qui est à tout niveau. C'est-à-dire qu'il y a eu l'accélération par rapport au net, il y a une accélération par rapport à la moyen dont se font les films, qui peuvent être aujourd'hui terminés de plus en plus tard, donc qui sont montrés de plus en plus tard, ce qui fait que, par exemple, pour des mensuels, ça devient compliqué parfois de voir les films à temps. Or, la majorité des mensuels de cinéma aujourd'hui sont gérés par une actualité, qui là aussi est une espèce de course. C'est-à-dire que le principe, c'est d'avoir la couve, la meilleure couve, le meilleur sujet, et de préférence que le concurrent n'aura pas. Et c'est surtout de ça qu'on est tributaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà d'un côté purement éditorial, d'un côté purement de qualité littéraire qui déjà est totalement objective, qu'est-ce que c'est qu'une bonne critique? C'est en fonction de la personne qui la lit. C'est pas forcément... Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises critiques. C'est-à-dire qu'il y a autant de bonnes et de mauvaises critiques qu'il y a de lecteurs. La question, c'est pendant combien de temps on va encore avoir des lecteurs en presse-papier? Et là, il y a une vraie inconnue. Peut-être que vous pouvez quand même nous parler davantage des évolutions qui ont conduit à la situation actuelle, notamment dans la presse papier, les quotidiens, les hebdomadaires. J'ai quand même l'impression que le métier ne s'exerce plus de la même façon, les contenus ne sont plus les mêmes, et ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a produit ce contexte-là. Il y a quelque chose qui a à voir avec une pseudo-crise de la presse. Pour faire des choses simples, il y a 20 ans, quand j'ai commencé chez Première, c'était un mensuel qui, dans les meilleurs mois, vendait 450 000 exemplaires, ce qui était énorme. Aujourd'hui, en moyenne, ils sont entre... Je parle de vente, hein. Je parle de vente en kiosque, je ne parle pas de tirage, je ne parle pas des chiffres annoncés, vraiment de la vente en kiosque. Aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 000. Ce qui veut dire qu'en 20 ans, il y a eu une baisse d'à peu près 90%. Et il y a eu un manque de questionnement des gens qui dirigent ces canards. En l'occurrence, je parle des gros mensuels, donc Première, Studio, qui appartiennent à des groupes, qui ne sont pas des canards indépendants. Et il y a eu un vrai problème de comment on gère ces journaux-là. Dans le cas de Première, par exemple, en 10 ans, il y a eu un nombre de changements en intérieur, il y a eu un nombre de changements de rédacteurs en chef, donc de lignes éditoriales, qui a amené un flou. Il y a eu un nombre et une augmentation du poids des annonceurs, de la régie publicitaire, qui est arrivée dessus, et qui ont peu à peu transformé l'éditorial. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on retrouve, en ce qui concerne les mensuels papier aujourd'hui, avec des journaux qui, peu ou prou, offrent le même contenu. Et je pense que s'il y a une baisse des ventes, c'est aussi parce qu'on ne fait pas confiance, assez confiance aux lecteurs qui achètent la revue. Et si on a le même contenu, les mêmes couves, quasiment les mêmes articles, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un système de promotion, et ce qui fait que sur les gros films, les films de major, généralement, l'accès, il se fait sur des journées de presse où les personnes racontent souvent la même chose, voire des junkets, où là c'est du 5 minutes, parfois même moins, voire parfois, aujourd'hui de plus en plus, on est invité à aller voir des films, à aller faire des interviews alors que les films ne sont pas finis, sauf que entre le moment où il est fini et le moment où il y a la parution, il y a une impossibilité des deux, et donc on arrive avec des papiers sur des films qui n'ont pas été vus, donc ça pose un vrai problème. Tout ça, je pense, a amené à une baisse de la presse cinéma. Je parle toujours des généralistes, parce que la presse indé, c'est encore un autre souci. Mais il y a des choses qui ont été un peu incohérentes. Moi, je me rappelle d'une fois sur un des deux mensuels où on m'a commandé un article sur basket et cinéma, simplement parce qu'une marque de basket allait mettre un petit porte-clés avec une basket dans le numéro Cannes à ce moment-là. À partir de là, est-ce qu'on fait son métier? J'en suis pas sûr. Mais à l'inverse, en tant que pigiste, donc ça veut dire pas de contrat, si on veut continuer à en bouffer, il n'y a pas trop le choix non plus. Donc s'il y a une crise de la critique aujourd'hui, c'est aussi parce qu'en interne, on a laissé installer des choses, on a laissé installer des systèmes, mais où il n'y avait pas forcément le choix. C'est qu'à un moment, il y avait une logique qui était installée par des groupes et par une logique au court terme des patrons de groupes qui, eux, visaient une rentabilité et non pas une qualité éditoriale, qui fait qu'il n'y avait pas le choix. Genre qu'il y a des moments où il faut bien bouffer, et donc on participe nous-mêmes à ce système-là d'un appauvrissement de la critique.
Parce qu'il y a un moment où tout s'est rétréci. Il y a un moment où quand un mensuel décide que, parce qu'il veut traiter l'exhaustivité des sorties salles, qu'il y a des films qui devront être traités en 150 signes, autrement dit à peine plus qu'un tweet, en 150 signes, on ne raconte rien. On est juste sur un côté informatif. Et le corollaire de ça, c'est que généralement les films qui sont là-dessus, ce sont les films dits indépendants, simplement parce que les films de major ont un poids suffisant financier pour pouvoir avoir plus de place. Quand on se retrouve sur un journal avec juste une phrase sur un film et quelques étoiles à côté, qui généralement sont un signe sur un cinéma indépendant et un cinéma dit d'auteur, moi en tant que lecteur, si je vois ça, si je vois une phrase, sans lire l'article, je me dis « Ah, c'est court », donc ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé, donc ça veut dire que le film n'est pas bon. Et je trouve que ce message-là, on l'a entériné. On a entériné quelque chose qui, quelque part, prive la critique d'une de ses fonctions, à mon avis, qui est l'idée de découverte, qui est l'idée d'aller chercher des choses, du renouvellement, et ça a contribué, ça aussi, à un appauvrissement de critique. Mais là aussi, c'est qu'il y a un moment où c'était ça, où ne plus pouvoir bouffer. Simon, peut-être que vous pouvez réagir. Oui, non, je réagis pas parce qu'on est un peu sur des rails parallèles. C'est-à-dire, moi j'ai la chance d'abord d'avoir eu un métier d'enseignant. J'ai enseigné pendant 30 ans à l'université comme assistant puis maître de conf. Donc j'avais une sécurité matérielle et que la critique, pendant très longtemps, ne m'a jamais rien rapporté et à positif ne m'a jamais rien rapporté puisque je suis effectivement depuis plus de 50 ans dans cette revue et que je n'ai jamais touché un centime pour ce que j'écris. Et que si Positif a pu continuer pendant plus de 60 ans à paraître, c'est parce que tous les rédacteurs ont accepté l'idée qu'il ne serait jamais rémunéré. Sinon, on a calculé très vite, la revue Équilibre, pratiquement équilibre, c'est-à-dire ne perd pas d'argent. On avait calculé que si on payait les piges au salaire minimum syndical, ça ferait à peu près 60 000, 70 000 euros par an, et que la revue serait donc déficitaire de 70 000 euros. Donc, comme d'ailleurs dans le passé, la revue, ou dans le présent, la revue Esprit, ou le surréalisme au service de la Révolution, ou même la NRF, etc., c'est la plupart des grandes revues qui ont eu une influence sur le cours des arts, du développement des arts, que ce soit littérature, etc., ne payaient pas. Je veux dire, je pense que c'était inimaginable pour des gens comme Aragon, et nous ne sommes pas Aragon, ou Breton, de toucher de l'argent pour leur revue. Donc je pense que ça, c'est complètement différent du fonctionnement des revues qui doivent effectivement rétribuer leurs rédacteurs. D'autre part, depuis 20 ans ou 25 ans, 20 ans je crois, nous avons gagné un procès avec un des éditeurs. On a eu 12 éditeurs en 60 ans et on a obtenu la propriété du titre Positif. C'est-à-dire que dès qu'il y a faillite, le syndic ne peut pas englober la revue dans la faillite puisque le titre nous appartient et qu'on peut aller ailleurs. Ça nous a assuré la survie, effectivement, et aussi l'indépendance totale, puisqu'il n'y a personne, aucun éditeur qui a jamais décidé quelle serait la couverture, qu'est-ce qu'on mettrait en couverture, quels seraient les contenus des numéros. C'est-à-dire que l'indépendance rédactionnelle a toujours été absolue dans cette revue. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas que je ne suis pas soucieux de l'avenir de la critique, à cause des responsabilités et aussi de mon intérêt pour la critique en général et du rôle qu'elle joue, parce que je pense que la critique est le contrepoids au marché. C'est-à-dire que les gens ont beau râler, les producteurs, les metteurs en scène, tout le monde contre les critiques. Le jour où la critique disparaîtra, ce sera le triomphe du marché, de la publicité, du marketing. Il n'y aura plus de contrepoids. Il y aura un peu les festivals qui jouent un peu ce rôle de contrepoids. Et d'ailleurs, il y a une alliance objective entre les festivals et la critique de cinéma. Ils font le même travail, découvrir, promouvoir, faire qu'un film thaïlandais ou un film turc ou un film, peu importe, qui obtient grec, qui obtient la Palme d'Or, va connaître un succès parfois très important, alors que s'il sortait dans le cours de l'année sans aucune promotion cannoise, sans aucune Palme d'Or cannoise, il ferait 12 000 entrées, alors qu'il en fait 350 000 ou 400 000 avec une Palme d'Or. Donc je suis très conscient du rôle important que joue la critique et que jouent les festivals. Maintenant,
je suis tout à fait d'accord avec Alex quand il fait ce constat de la diminution de l'importance de la critique. Il suffit de regarder ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans par exemple, prenons un exemple qui est un hebdomadaire que je lis toutes les semaines, donc c'est pas que je le trouve pas sans intérêt, mais le Nouvel Observateur, par exemple, qui a été assez, par exemple, au début du Nouvel Observateur, c'est vers 63, avant c'était France Observateur, quelqu'un comme Michel Cournot pouvait, alors qu'il sortait à l'époque une dizaine de films par semaine, moins qu'aujourd'hui, il pouvait décider que l'Impératrice Rouge, qui sortait à la pagode de Joseph von Sternberg, qui n'avait pas été vu sur un écran depuis 20 ans, puisque le film est de 35 et c'était en 65, pouvait décider de faire une double page uniquement sur l'Impératrice Rouge, c'était sa chronique cinématographique, et la semaine suivante de revenir encore avec une double page sur l'Impératrice Rouge avec des photogrammes d'une séquence dans la cathédrale de Kazan où on voit Marlène Dietrich en face d'une bougie. Je me rappelle encore ces articles. C'est évidemment impensable aujourd'hui. Je veux dire, je ne vois pas. C'est le même rédacteur en chef, Jean Daniel, qui est à la tête de l'Observateur 50 ans plus tard. Mais je n'imagine pas, Jean Daniel, que Pascal Mérigeau arrive et lui dise voilà, je ne parle pas d'actualité ce mois-ci. Il y a un film qui ressort au Saint-André-des-Arts. Je vais faire 2 fois double page. Bon, et c'était possible. Donc c'est dire la différence énorme qu'il y a. Et je crois que ça vient effectivement d'une crise de la presse qui, de plus en plus, est aux abois, qui perd ses lecteurs et qui essaye de changer de maquette, qui essaye de changer de façon d'appréhender les choses, avec des articles de plus en plus courts, du zapping permanent, même dans des hebdos comme l'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur. Il y a de moins en moins de place. Même, je parlais de Pascal Mérigeau, il avait avant une tribune, il y a encore 6 mois, où il y avait une page qui lui était donnée. Aujourd'hui, c'est terminé. Il est mélangé avec tout le monde, chacun a sa petite chronique, et il n'y a même plus quelqu'un auquel on peut se référer, qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Parce que moi, dans ma jeunesse, par exemple, Jean-Jacques Gaultier, qui était le critique de théâtre du Figaro, qui démolissait tout ce que j'aimais au théâtre, Audiberti, Adamov, Ionesco, Beckett, etc., c'était un critique formidable parce qu'on connaissait sa personnalité, on connaissait sa fermeture à tout ce qui était moderne, et donc on allait voir ce qu'il n'aimait pas. Parce qu'on pouvait identifier son jugement. Ce qui est important, c'est ce qui fait, je crois, le succès du Masque et la Plume, où il y a tout de même 1 million d'auditeurs, c'est parce que nous sommes là et les gens se déterminent par rapport à ce qu'a dit un tel, il a repéré un peu ses goûts, qu'est-ce qu'il aime, etc. Donc il va aller voir parce que l'autre en a dit du bien, ou au contraire ne va pas aller le voir parce qu'il en a dit du bien. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se perdre, et c'est une évolution extrêmement dangereuse. Et pour en venir à positif, la revue l'année dernière a perdu 0,4% de ses acheteurs. 0,4%. C'est-à-dire dans une époque de crise majeure où les titres de presse perdent 20 à 25%, la revue n'a pratiquement pas perdu un seul acheteur. Mais c'est aussi parce que Positif est une revue atypique, Positif a un côté atypique dans son fonctionnement parce que pas de masse salariale et qui amène une forme d'indépendance, alors qu'aujourd'hui les autres journaux ont d'abord une nécessité économique. Je pense que le vrai souci de la presse de cinéma, comme Studio, comme Première et quelques autres journaux, c'est qu'ils sont pensés en termes de vente, ils ne sont pas pensés en termes de lectorat. Il y a un moment où les décisionnaires de ces gens-là, qui sont souvent, ça va avoir un côté un peu caricatural, mais des gens qui viennent de la régie ou des gestionnaires, pensent en termes de vente et ont une implication sur le rédactionnel qui, à mon goût en tout cas, ne va pas dans le bon sens, où il faut tout de suite fédérer. C'est-à-dire que la majorité des couvertures, par exemple, de ces revues-là, elle n'est pas faite en fonction d'un goût éditorial, mais de se dire « Ah, il faut qu'on vende, donc il faut qu'on mette en couverture forcément ce qui va ramener potentiellement le plus grand nombre de gens pour que les gens lisent. » Alors que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on parle du cinéma. Et il y a un vrai souci, c'est que, en gros, c'est comme le cinéma qui est à la fois un art et une industrie, la presse du cinéma est devenue un peu tributaire de ça aussi. Genre il y a un rapport qui a changé vis-à-vis du cinéma. Aujourd'hui, on est de moins en moins vers un côté de spectateur, mais vers un côté de consommateur. Et sur la presse cinéma, c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi. Encore une fois, sur la presse qui appartient à des groupes, la presse généraliste, on est sur cette chose-là. Genre qu'il y a des impératifs économiques qui pèsent sur l'éditorial. Et là, c'est un vrai problème. Surtout que le paradoxe de ça, c'est que les papiers diminuent, la place du cinéma dans les magazines de cinéma diminue, et en même temps, il y a de plus en plus de films qui sortent. Comment on les traite? Comment est-ce qu'on fait?
À 650 par an, c'est ça? Ouais, on aime maintenant à ça. Avec d'autres choses aussi qui sont, quand on est pigiste en tout cas, aujourd'hui la difficulté de pouvoir convaincre des rédac chefs ou des chefs de service cinéma de dire ce film-là a un intérêt, parlons-en. En face, la pression, elle est sur le côté il faut qu'on vende, il ne faut pas qu'on perde de lecteurs, donc il ne faut surtout pas aller vers des choses qui seraient clivantes ou segmentantes, là où justement notre travail il est plutôt là, et d'aller chercher, ouvrir des choses, renouveler des trucs. On est sur un truc qui est très très confortable parce qu'il y a une vraie trouille de perdre les lecteurs. Et il y a aussi une chose qui, moi, m'a troublé, que je trouve assez étonnant, c'est qu'il y a aussi, qu'on parle beaucoup effectivement du lien entre Internet et la presse de cinéma, mais ce qu'Internet a tellement changé, c'est l'accès aux films. Avant qu'il y ait Internet, le lien entre le spectateur et les films, c'était la critique. Simplement parce que les critiques voyaient les films en amont. Et donc c'était la passerelle, c'était le seul lien, il y avait un côté qui était important, c'est qu'on pouvait avoir confiance en un critique ou s'identifier simplement parce que c'était le lien entre les films. Avec Internet aujourd'hui, il y a un accès qui remet tout à niveau. Aujourd'hui, un spectateur lambda, il a quasiment accès au même nombre de films, et même parfois avant, que la critique. Donc il peut se faire une opinion et la mettre en contradiction, et d'un seul coup se rendre compte, la critique, pendant quelques années, elle va peut-être raconter des cracks sur certains films. Donc il y a eu une espèce de crise de confiance aussi qui arrivait là-dedans, et qui, je pense, a mené à un déclin des ventes. Pardon. Oui, non, je voulais ajouter qu'en même temps, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de vraie crise de la critique au niveau de gens qui écrivent sur le cinéma. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de publications, de mensuels, plus de trimestriels, des revues publiées à Caen, des revues publiées à Lille, des revues publiées dans des villes de province ou à Paris, qui tirent évidemment à 1000 ou 2000 exemplaires et qui sont, je pense à Eclipse, à Théorème et à plusieurs autres, qui sont des lieux où des jeunes chercheurs écrivent des choses absolument remarquables, d'un niveau très élevé et souvent même plus double jeu à Caen par exemple, qui sont des revues de très haute qualité, mais qu'on ne compte pas en général dans l'état des lieux de la critique. C'est-à-dire qu'il y a un abaissement du niveau au niveau de la presse généraliste, quoi qu'il ne faut pas exagérer tout de même, parce que des journaux avec lesquels je peux être en total désaccord et ferrailler, comme Le Monde, comme Libé, comme Les Inrocks, même Le Figaro, etc., Le Monde a tout de même 3 ou 4 pages chaque mercredi, Les Inrocks une dizaine de pages, Libération 5 ou 6 pages, ce qui est unique au monde. Il faut voyager un petit peu pour voir l'état dans lequel se trouve la critique dans les grands pays occidentaux qui avaient aux États-Unis, la plupart des grands critiques de renom, des Todd McCarthy et d'autres sont sur Internet. Ils ont leur site, mais ils ont été virés plus ou moins du journal dans lequel ils travaillaient. Donc je pense que la France est relativement fortunée. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un pays où encore des films d'auteurs, moi j'évalue à 1 million le nombre de spectateurs en France qui sont des clients potentiels de salles d'auteurs, de films d'auteurs. 1 million, c'est le chiffre qui a atteint une séparation. Je ne parle pas des ch'tis à 20 millions, ça c'est autre chose. Là, on est devant un public extrêmement mélangé, etc. Mais les vrais cinéphiles, alors évidemment, parfois il n'y en a que 20 000 pour un film. Pour Godard, il peut y en avoir 500 000 pour Ida, ou il peut y en avoir 1 million pour Timbuktu récemment. 1 million pour Timbuktu, 400 000 pour Winter Sleep, etc. Donc ça veut dire que c'est tout de même assez unique au monde. Et je pense que ce public, que j'évalue à peu près 1 million potentiel, c'est tout de même le travail du Festival de Cannes, c'est le travail des revues de cinéma, c'est le travail aussi des hebdos et des quotidiens. Surtout, j'ai cité les Télérama, par exemple, ou Libé, ou des Inrocks, ou Le Monde, avec lesquels je peux être en total désaccord sur les choix, mais qui sont néanmoins des gens qui font un vrai travail, qui parlent des films, qui les analysent, etc. Alors, pour l'instant, on parlait surtout de la presse, du papier, et un peu de l'Internet. Moi, ce qui me frappe, c'est la dérédiction totale de la critique du cinéma à la télévision. Il y a eu plusieurs tentatives d'émissions sur le service public qui se sont enchaînées, qui n'ont pas trouvé de public, tout ça, mais bon, elles étaient déjà un peu satisfaisantes parce que là, on était en plein dans la confusion promotion critique. Je me souviens de ces émissions comme au cinéma, je crois,
Là, on avait atteint le paroxysme, c'était d'inviter les acteurs qui animent la galerie, on parlait absolument pas du film, bref. Et moi, je me demande pourquoi il semble impossible, mais alors, il faudrait nous expliquer pourquoi, d'avoir une émission de critique de cinéma de qualité sur le service public, sur France 2, sur France 3, sur France 5. Et je vous donne la parole, puis après, j'aimerais, s'il le souhaite, que M. Simon nous raconte l'aventure du Masque et la Plume à la télévision, une tentative de transposition à la télévision, et j'aimerais qu'il nous raconte ce qui s'est passé, je l'ai lu dans son livre. J'allais commencer par ça, mais je vais lui laisser cette politesse-là. La question, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, la télévision, elle est gérée par une question d'audience, elle n'est plus gérée par une question, et les services publics surtout, par une question de qualité, même si la qualité, encore une fois, c'est quelque chose qui est tellement subjectif que c'est compliqué. Mais c'est juste que, aujourd'hui, pour passer à la télé, on préfère prendre des acteurs qui vont faire le show, qui vont être des prescripteurs d'audience, plutôt que des prescripteurs de contenu. Malgré tout, il y a quelques tentatives, genre que des choses comme le Cercle qui existent, c'est un endroit où il y a une parole critique. Après, il faut relativiser. Le Cercle, ça passe sur une chaîne cryptée, à des heures pas forcément de gros d'écoute, donc on n'est pas dans des audiences énormes, mais c'est un espace qui est devenu précieux parce qu'il y a du temps et une parole critique qui existe. En ce qui concerne le service public, c'est simplement parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont tributaires d'une audience. C'est aussi clair que ça. Et qu'au-delà de ça, il y a eu un souci, c'est que les chaînes de télé sont productrices des films. Et qu'il y a un moment où, en l'occurrence pour le Masque et la Plume, mais puis pour d'autres choses, c'est qu'il y a un moment où, quand il y a eu des tentatives, les chaînes ont dit « Ah ben on veut bien, mais vous ne tapez pas sur nos films, parce que c'est contre-productif. » C'est aussi simple que ça. On est aussi dans des enjeux économiques, et après on est passé à un système de promotion et d'information. Plus encore que dans la presse généraliste, la critique à la télé aujourd'hui, elle ne sert pas à être critique, elle sert à être informative. L'exemple tout simple, il y a une obligation pour le service public de faire une émission de cinéma. Aujourd'hui, elle s'appelle Plus de cinéma, c'est un 6 minutes qui passe le lundi ou le mardi vers 23h ou minuit et qui est diffusé après tardivement, qui est faite par Allociné. Et le contenu, Allociné étant une machine de guerre économique, et tant mieux pour eux, et le principe, c'est qu'il n'y a surtout pas de discours critique, c'est de dire, regardez, tel film sortent, et éventuellement de dire, voilà de quoi ça parle. Aujourd'hui, la critique de cinéma à la télévision, sur les heures de grande écoute et sur le service public, elle se résume à ça. On est dans un système promotionnel. On n'est surtout pas dans un système de réflexion. Oui, c'est vrai que le Masque et la Plume a fait une tentative au milieu des années 70, où j'étais déjà, de faire une émission critique, Le Masque et la Plume, à la télévision. C'est idéal, la télévision, parce qu'idéalement, on pourrait citer des extraits de films, les commenter, etc. Donc, faire ce que le critique littéraire fait quand il ouvre les guillemets pour citer un roman. Ça serait la vraie critique. Quand un critique au Masque et la Plume dit, par exemple, je ne citerai pas son nom, que Daniel Day-Lewis est le plus mauvais acteur vivant, on montre un morceau de There Will Be Blood ou de My Left Foot, etc. Et puis tout de suite, ce qui vient d'être dit est annihilé. Donc c'est passionnant de pouvoir citer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 ou 6 émissions, la télévision a dit écoutez, non, c'est un concurrent de la télévision, le cinéma, il y a contradiction, etc. Et puis en fait, ce qu'ils n'acceptaient pas, c'est effectivement qu'il y ait une liberté de parole, parce que la différence entre une émission de radio d'1 million d'auditeurs comme sur France Inter, comme Le Masque et la Plume, et un passage à la télévision où il y a 15 millions de téléspectateurs, c'est colossal comme différence, et c'est pour ça que à la télévision, on voit un laminage il y a très peu d'émissions vraiment approfondies, etc. Donc, effectivement, on est allé en Suisse, un peu comme l'autre était parti à Londres, donc on est allé en Suisse, et c'était les Français parlent au français, c'est-à-dire que dans le Jura et dans les pays limitrophes, on pouvait capter la télévision suisse et suivre Le Masque et la Plume. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été. Mais je pense que c'est du même ordre, si vous voulez, de ce qui se passe. Ça anticipe sur ce qui se passe aujourd'hui dans les journaux. Pourquoi ? Parce que finalement, le critique du cinéma, c'est un gêneur. Enfin, vous êtes patron d'un grand journal. Vous dînez avec une actrice ou un metteur en scène en vue qui revient d'avoir 2 millions de spectateurs, etc. Et au milieu du repas, l'actrice ou le metteur en scène dit « Mais quel est ce crétin là, qui m'a traité de tous les noms et qui a dit que mon film était très mauvais, etc. »
pouvez pas vraiment vous employer des gens comme ça, donc ça gâche le repas. On est en train de manger des crustacés, etc. Puis d'un seul coup, on vient revoir. Alors, c'est tellement plus facile pour un directeur de journal d'avoir des reportages, des interviews, des portraits, des reportages de tournage, etc. Et ça permet effectivement d'être promotionnel, etc. Plutôt que d'avoir un critique indépendant qui se permet de critiquer, etc., de dire qu'il n'a pas aimé un film, ça vous gâche vos soirées. Et je pense que c'est un peu la même chose, que ça fait partie du même phénomène. On est dans une époque où il faut absolument renier. On peut attaquer des hommes politiques, ça tous les jours on le fait, mais on ne peut pas attaquer des films. C'est interdit dans les pages culturelles de plus en plus vraiment de faire le procès de certains films. Et je pense que c'est lié à ça. Un petit bémol quand même, parce que là on noircit le tableau, mais si vous cherchez, il y a des choses intéressantes à la télévision, mais pas forcément sur une idée de critique. Regardez sur les chaînes du câble, il y a des petites vignettes. Regardez sur Arte, quand il y a Personne ne bouge, ou même des tutoriels qui sont des vignettes assez drôles. C'est une forme de discours critique aussi. Sur TCM, il y a des choses qui sont des vignettes, alors certes sur un côté plus historique, pas en lien avec l'actualité, mais il y a pas mal de petits espaces qui existent. La chose qui est intéressante, c'est que ça dit qu'il faut que la critique se réinvente. Et ça, c'est le souci. C'est comment est-ce que la critique se réinvente aujourd'hui avec les nouveaux médias? Comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle trouve d'autres axes qu'uniquement la critique? Uniquement dire « j'aime, j'aime pas ». Ça peut être effectivement du décryptage. Ça existe. Il y a des petits espaces comme ça. Après, on a l'effet inverse. Maintenant, ça c'est plus beaucoup, mais à une époque, sur Canal, il y avait un truc qui s'appelait l'instant critique dans le Grand Journal. Donc l'instant critique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on voyait juste 3 ou 4 critiques qui apparaissaient, qui parlaient des sorties du moment, et c'était résumé avec une espèce d'habillage un peu pop où il y avait un mot. C'est-à-dire qu'on voyait un mec des Inrocks, on voyait quelqu'un d'autres médias, on voyait quelqu'un n'importe quel média influent, et c'était juste, machin a dit, c'est super, c'est cool, c'est événementiel, c'est whiz. Ça décrédible. Je comprends que des critiques aient pu faire ça parce que c'était payé et mieux payé dans les journaux, mais il y a un moment où ce que ça disait, et en plus en mettant physiquement des critiques à l'écran, ce que ça incarnait de la critique, il y a un moment où je comprends que les gens se disent c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu fantoche. Parce que là encore, on était juste dans la nécessité d'une émission de dire regardez, on donne de la place à la critique, mais en même temps, le discours critique était totalement inexistant. Oui, mais je me rappelle, en fait, tout cela vient des États-Unis. Il y avait un show critique en Amérique qui s'appelle Siskel and Ebert. C'était un peu Laurel et Hardy, un gros et un maigre, qui parlaient des films et en très peu de mots. Et finalement, la conclusion de leur conversation, c'était le point vers le bas ou le point vers le haut. Et je me rappelle Joseph Mankiewicz, qui avait décidé de ne plus faire de cinéma. Il a dit, moi, à partir du moment où le cinéma, c'est comme les jeux du cirque et que l'on décide par un point baissé ou un point levé de la mort du film, ça m'intéresse plus, je ne vis plus dans ce monde-là. Donc, bon, c'était évidemment la misanthropie et le pessimisme de Mankiewicz, mais il n'avait pas tort. Je veux dire, c'est une décadence, et c'est vraiment, ça a été effectivement transféré dans ce que tu cites. Le corollaire de ça, c'est aujourd'hui la nouveauté qui est la tagline. Vous regardez les affiches dans le métro, vous avez machin dit ça, qui arrive à une absurdité telle que récemment, il y a les affiches d'un projet Almanac, je crois, où les taglines, c'était des internautes, des tweets, donc avec des gens qu'on ne connaît pas, mais parce qu'ils étaient censés être des gens anonymes, ils sont censés représenter un spectateur lambda, donc vous ressemblez, mais quand il y en avait un où c'était « ce film a l'air mortel », comme outil critique, je me dis juste « ah ouais d'accord, donc on dit de quelqu'un qui n'a pas vu le film, c'est super chouette, allez le voir, ça a l'air bien ». Il y a un vrai problème. Il y a eu la même chose pour le film John Wick. Il y avait, je sais pas, 5, 6 commentaires. Je ne connaissais aucun des médias qui étaient mentionnés. C'était des trucs obscurs. Ça ne veut pas dire que c'est sans valeur, mais c'était génial, impressionnant. Par rapport à ça, récemment, je crois que c'est Aurélien Ferenczi qui a fait un papier sur le site de Télérama sur effectivement les taglines. On explique comment elles sont faites. On sait comment elles sont faites. C'est-à-dire qu'il y a un distributeur qui appelle un chef de rubrique culture ou même un journaliste qui dit votre média va être partenaire du film, il nous faudrait une tagline, trouve-nous 2 mots qui pètent. Moi, je vais vous raconter une expérience, une anecdote toute simple. À l'époque de la sortie de Borat, je vois le film pour Arte, pour Trax. On me demande une tagline après, que je donne, et on me dit « Ah ouais, c'est vachement bien, mais Trax, c'est pas assez vendeur. On peut pas mettre Nova, vu que tu bosses aussi chez Nova. » Dans la considération des majors aujourd'hui de la presse cinéma, on en est là. On est devenu un élément de marketing, un élément
informatif, pas un élément de critique, parce qu'effectivement, il y aurait le risque qu'on puisse défoncer les films. Ce qui est très drôle sur le cas de John Wick, par exemple, c'est que le film n'a quasiment pas été montré à la presse. Il y a eu une projection 10 jours, 15 jours avant la sortie du film, donc c'était de toute façon trop tard pour la majorité des mensuels. Et l'accès au film devient un vrai souci aujourd'hui, simplement parce que parfois les films sont faits de plus en plus tard. Donc entre le moment où les effets sont finis, la sortie est tellement proche, parce qu'aujourd'hui c'est des sorties mondiales par crainte du piratage, donc il faut faire des sorties mondiales. Il y a un accès qui est difficile, et au-delà de ça, aujourd'hui, les distributeurs ou les attachés de presse, qui sont assez frileux, ciblent, genre qu'il y a des cas où on va décider de qui doit voir le film ou pas. Il y a eu un cas récemment sur un film où moi on m'a dit, il n'y a pas de projection presse. Du tout, il n'y en a pas, sauf si vous me garantissez 5 pages. Il y avait eu le cas de la vérité si je mens 3 aussi, où là ça va un peu secouer dans le landerneau, où il y a des gens à qui on avait dit « Oui, tu viens voir le film, mais à la condition que tu me dises avant ce que tu en penses. » Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une forme de commercialisation, de marketing des films, et plus trop d'analyse, ce qui est dû aussi à une accélération des choses. C'est qu'aujourd'hui, la durée de vie des films en salle, la rotation est de plus en plus courte. Donc il faut frapper très fort, très vite. Avec parfois, et c'est là où c'est intéressant, des alternatives à ça. Genre, chaque année, on voit régulièrement, ce que Michel disait tout à l'heure, des films qui, a priori, ont très peu de chances d'avoir la couve de première, la couve de studio, et qui, d'un seul coup, séduisent les gens. Et qui, d'un seul coup, font 300, 400, 500 000, 1 million d'entrées parfois. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est pas un fantasme de penser que c'est la critique qui amène ça aux gens, ou juste parce que d'un seul coup, les gens se disent « Ah, il y a une histoire qu'on ne me raconte pas d'habitude, il y a quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, donc je vais aller voir. » Parce qu'il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un véritable appétit des gens pour le cinéma aujourd'hui. Il suffit de voir la majorité des festivals. Si les festivals, pour beaucoup, sont pleins dans les salles, c'est aussi parce que d'un seul coup, il y a une espèce de virginité des gens qui peuvent aller voir des choses sur lesquelles on ne les a pas briefés et surbriefés avant, et une vraie curiosité. Un appétit cinéphile en France, il y en a un, il est là. La question de cette presse, c'est qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour s'adresser à ces gens-là. Et comme elle se formate dans le discours, et comme elle se formate dans une idée de marketing, c'est compliqué aujourd'hui de trouver un point de rencontre. Oui, mais on peut peut-être aussi se poser la question s'il n'y a pas eu à un moment une certaine critique qui s'est coupée du public et qui a perdu sa crédibilité. Je veux dire, parce que je parlais les gens repèrent quelqu'un et ils suivent ce qu'il aime ou pas, mais quand on a une critique qui effectivement boude un film dès qu'il a un certain succès, où on voit la cote de tel ou tel metteur en scène baisser, dès qu'il a la Palme d'Or, il devient beaucoup moins intéressant parce qu'il est établi. Quand on voit par exemple les 75 critiques américains les plus importants qui forment le syndicat de la critique et qui décident que le plus grand film de l'année dans le monde entier, c'est Adieu au langage de Godard, là on peut voir qu'il y a un fossé peut-être entre ce que les aristarques, l'élite de la critique pensent et puis ce que le public pense, parce que on peut pas dire que Godard soit une victime, il a un prix à Cannes, il est sélectionné à chaque fois qu'il a un film terminé par tous les grands festivals, la presse en général, la presse importante, Le Monde, Les Inrocks, Libé, tous ces gens-là en disent le plus grand bien, ce sont toujours des chefs-d'œuvre, et pourtant il y a 20 000 spectateurs au total, c'est-à-dire que, et en Amérique encore moins, peut-être 4 000, et quand on dit que de tous les films qui sont sortis dans le monde, c'est de loin le plus grand, on peut se dire que là, il y a peut-être un fossé qui fait que quand les critiques donnent ce prix, ils ne se rendent pas compte que peut-être leur crédibilité va en souffrir. Je pense qu'il y a aussi, il faudrait que la critique s'interroge elle-même sur sa responsabilité. Et moi, j'ai l'impression parfois que les critiques n'ont plus confiance en eux-mêmes, ils n'ont plus confiance en l'influence qu'ils peuvent exercer, ce qui les autorise un peu à dire n'importe quoi. Je pense que les critiques comme Baroncelli dans Le Monde, à l'époque, écrivaient en première page du Monde « Je tiens le feu follet de Louis Malle pour un chef-d'œuvre », il le disait 2 fois par an. C'est-à-dire que c'était vraiment un événement. C'est-à-dire le lecteur du Monde qui lisait Baroncelli en première page, qui lui disait « c'est un chef-d'œuvre », il allait voir le film de Louis Malle, parce que c'était rare qu'il entende le mot chef-d'œuvre. Aujourd'hui, comme disait Chabrol, c'est le plus grand film que j'ai jamais vu depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que, et là, il y a tout de même une perte de crédibilité qui fait que la critique peut aussi s'en prendre à elle-même si elle a perdu son influence.
Oui, c'est à peu près évident qu'effectivement, on est là aussi dans une espèce de recherche qui est dans l'air du temps. Genre, quand on voit aujourd'hui certains journaux et certaines personnes, par exemple, je prends le cadre du Plus du Nouvel Obs, où il y a Vincent Maloza, qui par ailleurs est un type qui est vraiment très doué, qui a des vraies qualités, qui écrit des papiers dans les cahiers, vraiment une vraie sens de la découverte, écrit chaque semaine un papier où c'est forcément pourquoi ce film est nul, et je vais vous l'expliquer, avec des arguments d'une réelle mauvaise foi, mais je pense qu'il y prend un certain plaisir, et on peut en prendre à la lire. Parce que lire un papier qui est méchant quand il est bien écrit, c'est vraiment un vrai plaisir à lire aussi. Mais par contre, l'utilité de ce papier-là, qui est juste pour que ça fasse du buzz sur Twitter et que ce soit repris pour que ça assure des clics sur le site, ça, moi, ça me pose un souci. Parce que ça veut dire que la volonté là, elle est de se servir du film pour booster la popularité du média. Le film en soi, il est dispensable. C'est exactement ça. Et on est là-dedans à tout point de vue. Genre que ce qui me gêne moi là-dedans, c'est la décrédibilisation que prend Maloza là-dedans, où le mec, franchement, le type est vraiment intéressant, mais par contre, aujourd'hui, il est identifié à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des distributeurs qui disent « Super, Maloza va nous faire du buzz sur un truc, donc laissons-le dire des trucs qui sont parfois d'une mauvaise foi absolue. » Sauf qu'en tant que lecteur, c'est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que d'un seul coup, on pourrait tenter de dire « Ah d'accord, il me dit ça, donc c'est qu'il a raison. » Alors que non, il y a une volonté, là encore, une volonté de course à une audience qui est un vrai problème. Alors moi, j'aurais évidemment d'autres questions à poser, mais c'est peut-être le moment de donner la parole à la salle. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir... Voilà, merci. Bon, voilà, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Ça va être compliqué avec le fil pour aller au fond. Je connais facilement, vous, de la connaissance, et bravo. Je voudrais vous dire simplement que je n'ai pas l'impression qu'il y a une crise de la critique. Il y a une crise du journalisme, une crise des journaux, car les journaux sont en train de s'écrouler. Même Libération a des problèmes. Libération a un problème. On ne sait pas si Libération va encore tenir avec les problèmes qu'ils ont. Ils essayent de faire des campagnes d'abonnement, ils s'engagent, etc. Bon, pour pouvoir maintenir les journaux. Donc il y a vraiment un problème au niveau vraiment des journaux écrits. Hein, pas du numérique, etc. Alors maintenant pour la critique. Moi je considère que la critique de cinéma, c'est la critique d'art. Avant tout, c'est la critique d'art. C'est un journalisme vraiment particulier, c'est la critique d'art. Et je pense que le mélange entre journalisme et critique, le critique est un journaliste, souvent. Mais cette espèce de parenté entre la critique et le journalisme, je sais, je suis critique de cinéma, je suis aussi journaliste. Mais je pense que là, il y a une espèce de, comme vous disiez tout à l'heure, il y a une espèce de quelque chose comme une maladie dangereuse qui est la maladie de la promotion. C'est-à-dire que quand on parle du cinéma, c'est pour faire vendre. Or, le critique de cinéma, notamment Michel Simon le sait très bien, parce que quand il sort ses critiques dans Positif, c'est essentiellement pour ouvrir le champ de l'art, le champ du cinéma, et de découvrir des petites perles, mais pas seulement des perles, mais aussi une vision, ouvrir la vision du film. Et derrière cela, évidemment, il y a tout un travail. Vous, c'est 50 ans, Michel Simon, d'autres, c'est moins. C'est tout un background, c'est-à-dire de films, de critiques, de gens que nous avons rencontrés, des cinéastes, etc., etc. C'est ça qui forme le critique de cinéma. Le critique de cinéma aujourd'hui, s'il s'improvise comme ça, etc., il peut évidemment écrire de très beaux textes, ça j'en suis sûr, mais il manquera sans doute quelque chose qui est l'histoire du cinéma. Le critique de cinéma est aussi un peu historien du cinéma. Vous oubliez une petite chose qui est, et tant mieux pour Michel, la situation particulière de Positif qui est économiquement dépend effectivement de ses ventes et de ses abonnements, mais ne dépend pas de la publicité, ne dépend pas de ces choses-là. Et c'est ce modèle-là qui a amené effectivement qu'aujourd'hui, la critique de cinéma, parfois, se confond avec la promotion. Après, le truc que je vois moi, c'est que dans les revues de cinéma aujourd'hui qui continuent à marcher, il y en a quelques-unes, comme SoFilm par exemple, ils ne font pas de la critique. Le cahier critique dans SoFilm, il est réduit. C'est 4 ou 5 pages et c'est des choix. C'est pas comme dans les journaux, le truc de tout vouloir traiter, de vouloir faire de l'information en disant on va vous parler de tous les films qui sortent. Et ce qui fait l'intérêt d'un journal comme SoFilm, qu'on l'aime ou pas, ça c'est autre chose, c'est qu'ils racontent des histoires, c'est qu'ils font de l'écriture, c'est qu'ils font du journalisme, en allant chercher de l'élément, en allant chercher de l'humain. Et je pense que c'est par ce biais-là
que la presse cinéma peut se réinventer. C'est en se déconnectant de l'actualité, quand c'est possible, parce que les impératifs économiques font que parfois c'est pas possible, c'est en allant raconter des histoires, en remontant effectivement le fil de certaines sources, en faisant du décryptage, en disant ce film-là, il vient de là, il y a là, remonter les choses. Et c'est par ce biais-là que je pense que la presse cinéma, peut-être plus que la critique, peut se réinventer. Si ce film aujourd'hui est une revue qui marche, toute proportion gardée, je pense qu'en vente, ils sont à 30-35 000, en soi, c'est autant, voire plus parfois que Première ou Studio, en vente, je ne parle pas en tirage et autres, c'est aussi parce qu'on leur apporte quelque chose. Il y a un adage qui est venu de la presse culturelle qui est de dire non, les gens ne lisent plus, donc il faut faire court. Il ne faut pas les embêter, il faut juste qu'ils prennent le journal dans le métro le matin et qu'ils puissent le jeter. C'est une erreur fondamentale. On a la démonstration très souvent dans la presse et la presse générale que dès qu'il y a des tentatives à côté de faire des choses qui sont déconnectées d'une actualité, type 21, type d'autres choses, il y a une vraie envie de lire, il y a une vraie envie qu'on raconte des histoires qui sont plus informatives. La question sur la presse cinéma, c'est qu'aujourd'hui, cette presse-là, en mensuel, elle est obligée de se rattacher à l'actualité. Donc elle est obligée de faire des choix par rapport à ce qui sort. Donc elle est obligée de se plier à des desiderata de distributeurs, d'attachés de presse. Et le vrai souci, il est là. Oui, je mettrai un bémol tout de même. Enfin, moi, je lis beaucoup la presse en général, la presse généraliste, les pages cinéma des journaux, et je lis aussi les autres revues. Dans le cas de SoFilm, c'est vrai que c'est une revue qui a trouvé sa niche, d'abord qui est beaucoup aidée par la popularité de SoFoot, qui a permis à faire décoller, mais c'est tout de même pas la solution pour la critique de cinéma, parce que c'est justement, comme tu le disais, à part 4 ou 5 pages, une revue absolument non critique. Alors je vois pas comment le salut de la critique de cinéma passerait par l'expérience SoFilm. SoFilm, c'est parallèle, c'est autre chose, c'est effectivement du storytelling, mais en même temps, SoFilm, par exemple, je vois le dernier numéro, ils font 10 pages sur Jeff Nichols, mais d'où est venu, excusez-moi de lancer des fleurs à positif, mais d'où est venu l'intérêt pour Jeff Nichols? Il est venu de revues cinéphiles comme positives qui, dès les premiers films, dès Shotgun Stories, qui est sorti dans une salle, dans l'indifférence quasiment générale, on a vu tout de suite que c'était un très grand film, que c'était un grand cinéaste qui était né, Take Shelter qui a été refusé par le Festival de Cannes, qui ensuite a été montré, même pas en compétition, au Festival de Berlin, au Panorama, était un film magnifique, et ensuite il y a eu Mud, qui a même pas eu de prix à Cannes. Donc, mais tout cela, c'est tout de même le travail de la critique, de la vraie critique, c'est-à-dire la critique entretien, analyse, etc., qui permet à SoFilm, 4 ans après, de mettre Jeff Nichols en couverture. Donc il y a un travail de pionnier qui est fait par les revues et dont SoFilm ne fait pas partie. Ils font, à part ça, c'est une revue effectivement professionnelle qui va faire des enquêtes sur le cinéma en Afrique noire, sur des centres Nigeria, la production de films, etc. C'est pas du tout négligeable, mais c'est pas par eux que la critique va renaître. Je parlais à titre d'exemple, parce que c'est celui qui est là en ce moment, mais il y en a d'autres, il y a d'autres revues qui font ça. Quand on voit Cinématiseur, par exemple, ils ont une idée aussi d'être sur la longueur. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de presse écrite, on a la démonstration que, contrairement à l'adage de certains responsables de presse, quand on propose du contenu, les gens y vont lire. Après, sur l'idée de la critique, moi je suis après convaincu qu'à l'inverse, une critique aujourd'hui tout court, c'est plus suffisant. Parce que cet accès à cette information-là et le côté j'aime pas, qui est généralement, malheureusement, souvent le cas de la critique générale, ça suffit pas aujourd'hui. Et c'est une question qui n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, moi je me rappelle, mais plus 25, que dans certains numéros de Starfix, il y avait eu un débat qui était du principe de dire on a un souci avec le cahier critique parce qu'on ne sait plus parler aux gens. On ne sait plus comment les contacter. Est-ce que l'idée, ça ne serait pas de faire un cahier critique différent? Et pendant quelques mois, il y a eu une critique qui n'était pas sur le film, mais qui était à partir d'un point précis, qui pouvait être un plan, un acteur, une musique, qui était en lien avec le film. Cette idée-là, je trouve qu'elle avait quelque chose, parce qu'elle amenait un renouveau. Elle sortait d'un discours aujourd'hui qui est très consensuel, très mainstream. Et moi, je suis après convaincu que plutôt que des billets critiques assez courts, qu'effectivement, il y a des longs entretiens, avec parfois des passerelles vers les films pour rappeler ce que c'est, pour moi, c'est aussi une forme de critique. Et je pense que ça arrive. SoFilm le fait, moi je serais ravi qu'il y en ait d'autres. Je serais ravi qu'il y ait des initiatives, genre Projection aux États-Unis, qui était une espèce de publication hors kiosque, mais qui était éditée en livre, où c'était des longs entretiens, des longs passages critiques, des cinéastes qui racontaient leur journal de bord, et c'était passionnant à lire. Simplement parce qu'aujourd'hui, pour la critique papier, ce qui est important, c'est de donner envie de la lire. Aujourd'hui, je suis désolé, moi je me pose toujours la question, pas en tant que critique, mais en tant que lecteur.
Je mets environ entre 40 et 50 € par mois dans les revues qui sortent. Quand j'en ai 4 qui ont la même chose, ça me pose un souci. Quand je mets 3,90 € sur Studio qui met Shaun le Mouton en couverture avec interview exclusif de Shaun le Mouton et que l'interview se résume à des blagues genre « Est-ce que vous aimez le cinéma aujourd'hui ?» Ah oui, surtout La Guerre des Moutons et récemment le film sur l'affaire Agnolet. Je me dis juste, je paye 3,90 € ou 4,50 € pour ça. Vous êtes étonné en le disant positif que vous allez dire ça? Vous êtes étonné? On est au studio? Non, mais je suis pas étonné. Mais le principe, c'est... Oui, mais ça n'empêche pas. C'est pas... Oui, c'est Studio en l'occurrence. Ah non, non, mais je... Ça c'est un lapsus, monsieur. Mais... Non, mais ce que je pense, c'est que après, si j'ai pas d'amitié particulière avec Studio, je suis sûr que cette revue-là, moi j'aimerais qu'elle soit à la hauteur de ce qu'elle vend. Et c'est vrai que cette revue-là, récemment, il y a eu des changements de modifications parce que la revue, le groupe qui est derrière veut s'en séparer, qu'ils ont fait une énième nouvelle formule, mais qui était un nouveau, juste du listing cosmétique. Moi, une revue qui me met grand entretien et que l'entretien en question, il fait une page avec des photos, c'est pas un grand entretien. Vous étonnez, Pascal Mérigeau, qui travaillait à Studio, c'était direct parce qu'il a fait... Non, il n'a jamais travaillé à Studio, Mérigeau, je crois pas. Non, je crois pas. Travaillé à Studio. Je ne crois pas. Vu les gens qui l'ont fondé, à savoir Exposito, je ne suis pas certain. Mais peut-être que vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un moment où si la presse cinéma ne prend pas, entre guillemets, ses responsabilités et n'offre pas un contenu, il ne faut pas s'étonner qu'elle se vende moins. Dans le sens inverse, si on voit Première ces derniers temps, je pense qu'ils ont eu, dans leur malheur d'être vendus par Lagardère, la bonne idée de sortir de Lagardère, qu'il avait fait des errances éditoriales pas possibles, et là, d'un seul coup, le dernier numéro, il y a un contenu, il y a un ton, il y a un truc, d'un seul coup, je me dis, ah, en tant que lecteur, encore une fois, mettre 3, 4 ou 5 € dans cette revue, au moins j'ai quelque chose à lire. Je ne dis pas que ça m'apprend forcément des choses, et encore que parfois si, mais juste qu'aujourd'hui dans Première, par exemple, le cahier critique ne m'intéresse pas, parce que je sais que c'est juste une question d'étoiles, juste une question de parfois de ton qui va bouger, parce que le rédacteur, du service critique va dire « Ah, tu comprends, on est en partenariat avec tel film, donc je ne peux pas mettre tel nombre d'étoiles ». Si la critique se résume aujourd'hui à juste un tableau et des étoiles, le cahier critique, pour moi, n'a aucun sens. Par contre, je pense qu'à côté, par d'autres papiers, par des sujets transversaux, il y a un moyen de réintéresser à la critique. Et je pense que la critique aujourd'hui, il y a un moment ou un autre, il n'y aura pas forcément le choix. C'est en offrant des propositions différentes, ne serait-ce que parce que les médias sont en train de bouger. Il y a quelqu'un dans la salle de Bande à part qui indéra un magazine sur tablette, en termes d'écriture, juste d'écriture cinéma, ce que ça propose, l'idée d'allier l'image, le son et le texte, c'est vers ça qu'il faut aller. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la critique ait les burnes de se réinventer et de normalement dire on arrête la course à l'actualité et pourquoi pas tenter d'autres pistes. La question, c'est est-ce qu'elle en a le temps économiquement? Et ça, j'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a 2 interventions. Oui, il y en a 2, 3, 4. Vous lui demandez. Vérifier que le micro marche bien. Bonsoir. Je voulais vous poser une question sur est-ce qu'il existe un cursus ou une formation pour être critique de cinéma, si on vous apprend des éléments objectifs, parce que vous avez beaucoup parlé du GM, j'aime pas, finalement on est tous critiques de cinéma, est-ce qu'il existe une formation où on nous apprend des éléments objectifs, la photographie, la musique, le scénario, le jeu des acteurs? Et j'avais ensuite une deuxième petite question. Qu'est-ce que vous pensez des gens comme moi qui vont plus vers les journaux papier avec des spécialistes des critiques, qui vont sur des sites comme IMDb ou Sens Critique, où on retrouve une communauté? Vous parliez de prescripteurs de critiques qu'on suivait. Moi, j'ai des éclaireurs sur Sens Critique ou IMDb que je suis, parce que je connais leur goût, je regarde leurs critiques, c'est plutôt bien écrit, et je vais aller vers ça. Plus spécialement vers les critiques professionnelles qui, vous l'avez bien souligné, ont des collusions avec des intérêts sur certaines promotions de films. Voilà. Oui, pour répondre à votre première question, incontestablement, il y a depuis 30 ans à l'université des cours et il y a des formations de critiques. Ça peut être utile, ça dépend qui enseigne, ça dépend aussi de ceux qui sont enseignés. Bon, bien sûr, je n'ai rien contre. Moi, je sais que personnellement, dans ma génération, il y a 50 ans, j'ai appris la critique sur le tas. Je ne me suis pas inscrit à l'université pour apprendre comment on faisait une critique. Je suis parti d'une chose très très simple, qui vaut pour le créateur autant que pour le critique,
c'est qu'on devient peintre en regardant des tableaux, on devient écrivain en lisant des livres, on devient metteur en scène de cinéma en regardant des films. Je trouve extrêmement triste que d'apprendre que des étudiants de la FEMI, etc., pratiquement ne fréquentent pas la cinémathèque. Toute la nouvelle vague, mais pas seulement la nouvelle vague, tous les metteurs en scène hollywoodiens, ils ont appris le cinéma en regardant King Vidor, Griffith, Orson Welles, Stroheim, etc. Bon, c'est comme ça. De même qu'on devient critique en lisant les critiques. Moi, quand j'ai envoyé un texte à Positif, j'avais 25 ans, j'avais déjà écrit dans une revue d'étudiants auparavant, mais à 17 ans ou 16 ans, je lisais les Cahiers du cinéma, je lisais Positif, je lisais Robert Benayoun, je lisais François Truffaut, je lisais Éric Rohmer, je lisais Roger Tailleur, et c'est eux qui m'ont appris à faire de la critique. C'est comme ça, c'est la fréquentation des critiques, de même que pour les cinéastes, c'est la fréquentation du cinéma. C'est comme ça qu'on apprend la nouvelle vague n'est pas passée par une école de cinéma, mais en voyant énormément de films. Polanski dit la même chose que à Łódź, à l'école de cinéma de Łódź, la chose merveilleuse pendant 3 ou 4 ans de la durée des études, c'est qu'on les nourrissait en leur montrant des films de tous les pays du monde, tous les grands classiques, etc. C'est comme ça qu'on devient cinéaste, c'est comme ça qu'on devient critique. Il n'y a pas de recette. Je ne dis pas que suivre des cours est nuisible, mais on peut ne pas suivre des cours et devenir critique. Et alors la deuxième question, oui, c'est Internet. Ça, c'est... moi, je pratique pas du tout l'Internet, bon, parce que je suis très 19e siècle. Bon, j'ai un portable tout de même. J'ai un portable, bon, je suis obligé de m'adapter, mais grosso modo, mais je me rends compte de l'importance d'Internet, de la qualité. Par exemple, mon dernier livre, Le cinéma en partage, bon, comme tous mes livres, Le Monde n'en a pas écrit une ligne, même s'il a eu le prix Jane Campion a eu le prix du meilleur livre de l'année, meilleur album. J'ai jamais eu une ligne dans Le Monde, ni dans Libération, ni... Bon, les Arocs ont été fair-play, je le reconnais, et je leur en sais gré, mais ce qui a lancé le livre, et le fait que le livre se vende très bien, c'est des blogs. C'est tout simplement parce qu'effectivement, il s'établit... alors moi, je connais pas, j'aimerais un guide Michelin des blogs. Là j'aimerais le système des étoiles. C'est-à-dire que je puisse acheter un guide Michelin et on m'indique les blogs passionnants qu'il faut absolument suivre, etc. Mais c'est évident que certains blogs ont parlé de mon livre en l'équivalent de 4 feuillets. Ils ont lu vraiment dans le détail le livre, ils ont discuté les choses, etc. Ils ont donné aux ceux qui suivent ces blogs le goût du bouquin. Et je me suis passé complètement de la presse écrite. Si, j'ai eu La Croix, j'ai eu Les Échos, j'ai eu Les Inrocks, mais les grands journaux comme Libé et comme Le Monde ont fait le boycott total. Mais à la limite, ça m'est égal, parce que je pense que les gens se renseignent ailleurs. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que dans votre question, l'idée qui est intéressante, c'est de dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'un critique peut être encore un repère ? Aller sur IMDb ou sur Sens Critique, j'ai pas l'impression que leur vocation est d'être critique au départ. IMDb, c'est au départ surtout une base de données, et Sens Critique, c'est aussi une forme de base de données. Au départ, Sens Critique, c'était même au tout départ un espèce de site de rencontre à partir des affinités culturelles, au tout début. Mais le fait que des gens y aient de plus en plus, c'est parce que je pense qu'ils ont besoin de guides, ils ont besoin de repères, qu'aujourd'hui la critique papier devient assez incapable d'amener, simplement parce qu'elle n'arrive pas à fidéliser des gens ou à donner confiance dans les gens. Ça, je pense que c'est dû précisément au fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une supériorité de la valeur critique sur celle d'un spectateur. C'est-à-dire qu'un spectateur aujourd'hui, il a le même, encore une fois, via le net, via les DVD, via certains sites, via le piratage, il a accès au film quasiment en même temps que le critique. Donc il peut se faire son idée. Et c'est là, je trouve qu'effectivement, il y a une idée de parole critique qui doit se réinventer pour servir à nouveau de guide. Ne pas servir juste à donner son opinion, mais de dire quoi que je pense du film, allez le voir, vous faire votre idée. Et ça existe de moins en moins, simplement parce qu'il n'y a plus la possibilité économique de le faire. Sauf sur le net et sur les blogs, parce qu'il y a encore une espèce de liberté sur les blogs. Quoique c'est en train de bouger, parce qu'aujourd'hui les blogs deviennent monétisés, deviennent la source des agences de marketing, qui aujourd'hui vont, avant favoriser la presse écrite, mais maintenant de plus en plus invitent les blogs à des séances particulières pour qu'il y ait une présence sur les films et qui amène un flou. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une telle volonté de reconnaissance de certains blogueurs par rapport à la presse papier que du moment où on les invite à des projections, où on les favorise sur certaines choses, où on leur offre des goodies, après ça devient une histoire de visibilité. Il y a des blogs où c'est juste pour dire « Regardez, super, j'étais au show web hier, j'ai vu telle bande-annonce en exclusivité, ouais, c'est super cool ». C'est de la visibilité, et tant mieux pour le distributeur du film. Mais en termes d'outils critiques, ça ne m'apporte pas grand-chose. C'est juste un moyen pour le distributeur de fédérer une cible potentielle pour qu'elle vienne voir éventuellement son film. Oui, je suis d'accord avec Alex. C'est vrai, moi ce qui me frappe, c'est que
dans les années 50, quand je lisais les critiques, des gens comme Truffaut, des gens comme Romer ou Benayoun ou Tailleur ou d'autres en savaient beaucoup plus que moi. Et je pense qu'effectivement, depuis 50 ans, entre les cours à l'université, entre les DVD, entre les lectures, à l'époque, sur 2 étagères, il y avait à peu près tout ce qui s'écrivait sur le cinéma. En 1955, il y avait 3 ou 4 livres sur des metteurs en scène, c'est tout. Aujourd'hui, il y a des milliers de livres, des milliers de références, et aujourd'hui, le public est vraiment éduqué, et il en sait parfois plus. Je voyais une critique du Monde de, comment s'appelle ce film de Quaron, ce grand film de science-fiction ? Gravity. Gravity. La personne qui écrivait dans Le Monde disait que c'était le plus grand film de science-fiction qu'on ait jamais vu. Elle ne citait même pas 2001 l'Odyssée de l'espace, parce qu'elle l'avait sans doute pas vu. Elle l'avait sans doute pas vu dans un journal comme Le Monde. Donc là, on se dit, je veux dire, ça n'existait pas. C'est ce que Truffaut a dit un jour. Il faut s'habituer à l'idée qu'on va être jugé par des gens qui n'ont jamais vu un film de Murnau. Bon, et effectivement, et les gens disent, mais qui est Murnau ? Voilà. Et je pense que ça, il y a une évolution dont la critique ne tient pas assez compte. C'est-à-dire qu'elle devrait faire attention parce qu'elle s'adresse à des gens qui, parfois, ont plus de culture qu'elle-même. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'histoire du cinéma. Que être critique, c'est être aussi un peu historien du cinéma pour pouvoir vraiment étoffer sa critique et lui donner un sens. Sinon... Alors, il y a 2 autres personnes qui ont réclamé la parole. Je mentionne que Faust de Murnau est ressorti hier au cinéma au Reflet Médicis. Ça, c'est bonne critique, ça. Bonsoir. Je voudrais juste entendu, répondre à Alex sur Vincent Maloza. Je pense qu'il fait plutôt la provoque sur le plus du nouvel œuvre et finalement à sa manière, alors c'est un peu potage. Il crée du débat quand même. Enfin, quand on regarde un peu le fil après des réactions, il crée du débat. C'est aussi un élément intéressant, je trouve, de créer du débat. Sauf qu'à l'arrivée dans le milieu de la distribution, dans le milieu de la presse, il est décrédibilisé. Et c'est ça, moi, qui me pose un souci. C'est qu'il y a un moment où on sait qu'on attend de lui qu'il fasse de la provoque. Après, encore une fois, il y a des fois où j'ai plaisir à le lire parce que ça me fait rire. Mais je me dis juste, si quelqu'un se base sur ces papiers-là pour avoir envie ou pas d'aller voir le film, c'est pas la bonne voie. J'ai quand même l'impression qu'il se fait piéger, simplement parce qu'aujourd'hui, Vincent Ocaillet, il ne bouffe pas. Je pense que c'est juste le fait que le plus Nouvel Obs lui permet simplement de vivre, de gagner sa vie. Et qu'à partir de là, il y a un moment où il est sur une commande, il est sur une contrainte, et il fait un peu, avec un certain talent, c'est indéniable, ce qu'on lui demande de faire. Sur que les papiers sur le plus, et il n'y a pas que lui, je pense à lui parce que c'est un exemple régulier, et qu'en plus c'est quelqu'un que je connais un peu, donc c'est un truc moi, qui me laisse perplexe. Je pense qu'il vaut mieux que ces papiers-là. Mais il y a un moment où aujourd'hui, on demande à certaines personnes de faire des papiers juste pour le retentissement qu'ils vont avoir, pas pour leur contenu. Après qu'ils amènent du débat, tant mieux. Mais généralement, ce que je vois qui repasse sur Twitter, c'est juste « Oh là là, Vincent a encore fait ci, a encore fait ça ». Genre qu'il y a quand même 2 metteurs en scène qui ont menacé de lui éclater la gueule parce qu'il avait parlé de vos films sans les avoir vus, qui plus est, parce qu'il ne pouvait pas les avoir vus. Ça devient problématique. Oui, oui, je suis d'accord avec la provoque, mais la provoque aussi, je veux dire, il faut que l'intellectuel s'habitue à la responsabilité de ce qu'il écrit. J'ai vu un manifeste pour Éric de Lucas récemment, signé par tous les éditeurs français, les têtes pensantes, les anciens ministres, etc., en disant, ça se terminait, ce texte qui était publié dans Libération, nous refusons d'admettre qu'un écrivain puisse être jugé sur ce qu'il écrit. C'est-à-dire que Brasillac, par exemple, avait tous les droits, brûlez-les vifs, tous les juifs, et mettez les petits bébés avec. Pourquoi on n'aurait pas à juger un intellectuel sur ce qu'il écrit? Alors, l'irresponsabilité, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut mesurer. Alors, on peut effectivement dire des choses extrêmement controversées et créer des débats, etc. Mais la provoque pour la provoque, je pense à Truffaut. Truffaut, qui a été un cinéaste très important et qui a été un critique très important. Mais je cite dans l'éditorial de Positif de ce mois-ci une critique de La Tour de Nesle d'Abel Gans en 55, dans lequel Truffaut dit « La Tour de Nesle est le moins bon film d'Abel Gans, mais comme Abel Gans est un génie, La Tour de Nesle est un film génial ». Où il écrit dans la même critique, un film peut être mal cadré, mal joué, mal construit, avec voir la caméra se refléter dans la vitre, etc., et néanmoins être un film génial. Mais quand Truffaut est devenu metteur en scène, il s'est bien gardé d'appliquer tout cela. Il a pris d'excellents chefs opérateurs, il a pris des meilleurs comédiens de son époque, il a pris des livres passionnants, il a pris des scénaristes qui avaient le métier de scénariste, etc. Donc la provoque, ça lui a permis d'accéder au cinéma, tant mieux. Grâce à ça, Truffaut s'est fait connaître.
en faisant de la provocation, et il a accédé, et il a pu faire les 400 coups. Mais je pense qu'il y a tout de même une responsabilité. Je veux dire, il faut d'abord une responsabilité vis-à-vis de l'artiste. Quand Truffaut dit le plus mauvais film de Jacques Becker, par exemple, Ali Baba et les 40 voleurs, sera toujours meilleur que le meilleur film d'Henri Decoing, par exemple, La vérité sur Bébé Donge, ça ne tient pas la route. Et je crois qu'aujourd'hui, la critique est encore victime de ce genre de provoque, qu'on reprend, qu'une nouvelle génération reprend, et oublie la responsabilité du critique. Et qu'on ne s'étonne pas de dire la critique n'a pas d'influence, effectivement. Bien sûr, non, après, je ne suis pas là pour discuter des mérites et des mérites de Vincent Malessa, et ni de l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, parce que je pense que c'est de ça dont vous parlez, Michel Simon. Voilà, je pense que voilà, sur Vincent Malessa, on en a assez dit. Sur la crise de la presse, moi, ça fait 23 ans que je fais ce métier. Effectivement, on a une vraie crise de la presse papier. En revanche, je trouve que c'est une espèce de prétexte pour masquer finalement l'absence d'imagination de la nouvelle critique. Je collabore à Bandapart, qui a été créé par Mika Suta, qui est à côté de moi. Pour la première fois, j'ai l'impression, moi, de me réinventer, c'est-à-dire comment je vais parler d'un film, de quelle manière je vais mettre de l'image fixe, de l'image animée, des matériaux qui vont éclairer ma critique éventuellement, qui parlent de la fabrique du cinéma. Et alors c'est assez marrant parce que finalement on n'a pas défini tout à fait ce qu'était la critique. Et récemment je suis allée voir le dictionnaire d'esthétique d'Étienne Sorneau, et je suis tombée sur une phrase qui m'a bien plu d'Anatole France, c'est que le bon critique c'est celui qui raconte les aventures de son âme au milieu des chefs-d'œuvre. Et je trouve finalement ce qui m'a plu dans l'aventure de Bandapart d'Anne-Claire, c'est que finalement on raconte les aventures de son âme, en effet, et que voilà, c'est une forme de critique, je trouve. Et ça, je vous rejoins là-dessus, je pense que je l'ai même plus ou moins dit tout à l'heure. Ma question après, c'est Bandapart aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle économique qui est viable? Est-ce que vous en vivez, par exemple? Et ça, il y a ce souci-là aujourd'hui. Genre qu'il y a un moment aujourd'hui où il faut aussi pouvoir pratiquer ce métier et pouvoir en vivre. Après, sur le fond, vous avez totalement raison. Je trouve qu'effectivement, la voix de Bandapart, qui est une forme de nouvelle écriture, c'est fondamental pour la suite. C'est comment est-ce qu'effectivement on réinvente la critique en passant par d'autres formes, qui peuvent être un portrait, qui peuvent être des retours, qui peuvent être intégrer l'image, intégrer le son, intégrer plein de choses. La chose, elle est là, mon goût. C'est par là que la critique risque. Si elle s'y colle vraiment, devrait pouvoir y arriver. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a les possibilités économiques de faire fructifier ce modèle-là? Pour le moment, Claire aura sans doute plus de réponses que moi, elle est plus concernée, mais... Alors moi, ce que je peux dire, si ça vous intéresse, on n'est pas à la mode du tout à Bandapart, parce que nous, ce qu'on aime, c'est le long terme. Donc quand on a créé l'aventure Bandapart, on était 4, un producteur, un graphiste réalisateur, une artiste plasticienne, et moi-même journaliste. D'abord, on avait le désir de créer un atelier d'artistes dans lequel les gens auraient autant l'âme d'artiste que l'âme de journaliste. Ça, c'était la base du projet. En ce sens, on n'a pas vraiment de modèle autour de nous nulle part. Et on est arrivé sur un marché qui est celui de la tablette, donc des supports tactiles, puisque on est dans transmédia. Il s'agissait de poser la question de comment raconter des histoires de cinéma, comment parler de cinéma, comment réenchanter un lectorat sur la base d'un nouveau support qui est cette tablette qu'on tient dans les mains, ou les écrans de smartphone relativement grands. Il s'agissait donc de créer tout un dispositif humain, professionnel et bien entendu économique. Alors pour répondre à la question, l'histoire de long terme, c'est quoi? C'était d'abord, il fallait se faire un nom, il fallait imposer le titre, alors on va dire imposer au nom des professionnels qui vous donnent accès. Il se trouve que moi je ne vis pas à Paris, et que l'aventure Bandapart est née en province. Et en province, depuis 20 ans, je rencontre des cinéastes toutes les semaines, qui m'ont accordé leur confiance. Donc à la base, on était aussi chevillés à des gens qui ont bien voulu nous donner accès à leurs coulisses, et ça a été la base du projet. C'était pas un travail critique, c'était un travail de parler de cinéma autrement, sur la façon dont on fabrique le cinéma et comment on le fait aimer. Il y a un cahier critique, bien entendu, mais le parti pris est de ne parler que de ce que nous choisissons, de ce qui nous anime et nous inspire. D'une inspiration à l'autre, c'est la philosophie du magazine. Donc je ne suis pas sûre d'être dans les clous par rapport à ce qui vous anime aujourd'hui. Et pour la question économique, effectivement, c'était l'idée du long terme, donc il fallait nous faire connaître, il fallait ensuite signer avec une régie publicitaire, ce qu'on a fait, Talencourt, qui ensuite commercialise nos pages comme elle peut, parce que c'est effectivement hyper difficile d'aller voir des distributeurs de films, voire des marques de bière ou autres, en leur disant, voulez-vous communiquer dans un magazine naissant sur ce qu'on appelle aujourd'hui les devices, les outils
contemporains et qui ont 4 ans, 5 ans d'âge maintenant. L'iPad a 5 ans. Donc tout ça est une aventure extrêmement périlleuse mais passionnante. Pour être très pragmatique, on paye nos graphistes qui sont indispensables puisque c'est un univers artistique et on espère pouvoir payer nos journalistes d'ici peu, c'est-à-dire qu'on est en recherche d'investisseurs avec un développement dont je ne peux malheureusement pas vous dire plus ce soir. Mais encore une fois, en soi, cette idée-là, je maintiens que c'est la piste probablement la plus intéressante sur comment la critique se renouvelle. Et vous êtes gratuit par ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas entendu. J'ai pas compris le support. Bande à part, qui est un mensuel tactile, il est sur les tablettes, sur un iPad, c'est un magazine, mais qui est un magazine multimédia. Je fais un peu son attaché de presse, là, mais non, mais c'est un magazine que vous pouvez trouver sur tablette, sur iPad. Si vous voulez, je vous ferai une démo tout à l'heure, j'ai un iPad là. Et en gros, c'est un magazine, mais qui allie le multimédia. C'est le placement produit, là. iPad. Ou une autre tablette si vous préférez. Genre, je vous mettrai un scotch sur dessus. C'est pas sur Internet, le truc. C'est sur une tablette, c'est pas sur. Enfin, contredis-moi si c'est le cas. Sur tablette. Support tactile, les tablettes, Android et Apple, les smartphones. Et pour ceux qui n'ont rien de tout ça, il y a ce qu'on appelle un player sur le web, sur bande-a.fr. Enfin, on va peut-être pas la promotion, mais allez faire un tour et vous verrez franchement qu'il y a une idée de forme, de création. Après, on est d'accord ou pas avec ce qui s'est dit et ce qui est écrit, c'est autre chose. Mais il y a une idée de comment est-ce qu'on réinvente ce rapport au lectorat. Pour moi, et c'est pas le seul, il y en a d'autres sites comme ça. Celui-ci est le plus évolué, mais pas ce site, ce magazine, mais il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle Screenmania, il y en a quelques autres qui existent. C'est quelque chose de naissant, mais dans l'approche de la critique, je trouve qu'ils amènent quelque chose qui est vraiment une piste à suivre. C'est une critique presque technologique. Hein. Il faut reconnaître la technologie. On n'a pas le choix. Oui, il me semble que certains éditeurs de DVD donnent de plus en plus la place dans les suppléments à des critiques. Et bon, au début, il y avait juste des petites phrases courtes parce qu'il fallait les lire à l'écran. Puis il y a eu votre émission, Michel Simon. Et maintenant, enfin, bon, moi, je regarde beaucoup, je ne sais pas comment ça se prononce, Gilli, c'est ça, qui commente les films italiens qui sont. Jean Gilli. Jean Gilli. Et je pense qu'on pourrait, enfin, par exemple, en France, on ne voit que des critiques français, mais ça c'est facile de donner la parole à des critiques d'autres pays, quoi. En termes de droit. Eh ben, Parce que pas en termes de droit, genre vous auriez un souci de droit sur des personnes et sur des intervenants. Généralement, les éditions qui correspondent à tel pays utilisent des gens du pays en question. Juridiquement, c'est compliqué. Juridiquement, c'est parfois très très compliqué. Je suis d'accord avec vous, sur le principe, je vais dans votre sens, mais juridiquement, c'est très très compliqué. Après, l'éditorialisation, effectivement, des bonus de DVD, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'effectivement, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que généralement, les critiques qui viennent dessus sont des gens qui ont un passé presque d'historien dans la critique, et que ça amène un décryptage qui est vraiment passionnant, parce qu'il y a une transmission de savoir. Et ce qui, à mon avis, ce qui se perd dans la critique aujourd'hui, c'est ça, c'est la transmission d'un savoir. C'est pas de dire « j'ai raison, vous avez tort », c'est de dire « voilà, je vais expliquer, éventuellement, décrypter ça, d'où ça vient », et encore une fois, à l'arrivée, de dire « allez voir d'autres films, allez voir par vous-même d'autres choses pour vous faire une idée ». Après, l'éditorialisation des DVD, moi, ma crainte, c'est que de plus en plus, ça ne comporte que certains critiques, simplement parce que c'est aussi devenu une manière de gagner leur vie. Il y a des gens qui ne la gagnent plus dans la presse écrite, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans la presse écrite aujourd'hui, même s'il y a un barème qui est censé être là, où on est censé être payé normalement à 60 € le feuillet, on est plutôt proche dans la réalité de 30, de 15, un feuillet c'est 1500 signes, ça fait 20 lignes. De 30, de 15, voire de 0. Il y a le cas, moi j'ai entendu récemment le cas d'un journal lié à un site. Voilà, je vais vous le dire, c'est Chronique Art, où il serait payé 200 € les 10 articles, et payé à la parution du 10e article. Comment on vit avec ça, j'en sais rien. À partir de là, quand on a des propositions de choses comme ça, qui par ailleurs sont des pistes des exercices que je trouve extrêmement intelligents et enrichissants à faire, tant mieux. Sauf que là aussi, le goulet commence à s'étreindre, parce qu'il y a des gens qui en font presque leur métier. Et on retrouve un peu les mêmes, ça manque un peu d'ouverture, ça manque un peu de diversité. Mais en soi, l'éditorialisation DVD, même si aujourd'hui le marché DVD s'écroule, c'est vraiment une très très belle idée. Bonsoir.
Moi, je suis également journaliste, je suis pas critique de cinéma, mais je suis programmatrice de Ciné-Club. Et bon, c'est vrai qu'au-delà de la presse cinéma, donc presse plus généraliste, c'est vrai que dès mes années d'études, on parlait déjà du conflit entre information et communication. Bon, évidemment, depuis ça, c'est pas arrangé. Et avec Internet, etc., on est complètement, comment dirais-je, on croule sous le flot d'informations de communication qui ne sont pas triées, qui sont, enfin, je veux dire, on a un trop plein d'informations. Et finalement, enfin, à mon sens, aujourd'hui, le rôle des journalistes professionnels, je précise, c'est peut-être justement d'effectuer un tri, de servir de filtre, parce qu'on pourrait se dire aussi, bon, tout le monde est critique de cinéma, parce qu'il y a plein de blogs, etc., mais tout le monde est journaliste aussi aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans d'autres domaines, on peut se dire finalement, bah, pourquoi je vais acheter la presse, parce que je peux lire le site de machin ou bidule, qui va se déclarer journaliste parce qu'il écrit des petits papiers sur ce sujet. Et donc peut-être qu'effectivement, au-delà de la critique cinéma, il y a une question de remise en cause du métier même de journaliste professionnel, tel que défini par voilà, bon, la convention collective, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, dans le domaine du cinéma, moi je fais un petit comparatif depuis tout à l'heure avec le domaine de l'édition, où pour les livres c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a les promos, la rentrée, les prix, etc. Donc je pourrais peut-être prendre comme comparatif concernant positif pour la littérature avec par exemple le Matricule des Anges, où les gens sont aussi tous bénévoles, un autre métier à côté, c'est une revue vraiment de grande qualité, totalement indépendante. Mais, voilà, on parle de certains livres sur 4 pages, même si c'est des trucs vraiment pas connus. Enfin, voilà. Et peut-être que justement, enfin, le fait d'avoir un tiraillement entre le pôle économique et le pôle culturel et artistique dans le domaine du cinéma fait qu'il y a un moment donné où effectivement on se trouve dans une impasse, c'est-à-dire où on est à fond dans la promo, où on parle plus d'art, ou alors peut-être qu'à un moment donné il faut faire ce choix d'être plus dans l'art, comme disait monsieur, les critiques cinéma sont avant tout des critiques d'art, et trouver, comme le fait madame aussi, ou à ma très modeste mesure avec mon ciné-club, je ne me compare pas à Michel Simon bien sûr dans le domaine, mais disons que je me suis aperçue que finalement, effectivement, le public, comme pour les festivals, vient, enfin le public est venu tout de suite, alors je suis absolument pas connue, enfin voilà, bon, et quand on explique la démarche, quand on explique qu'on veut faire un décryptage des grandes œuvres du cinéma sous un certain angle, moi c'est les questions de genre qui m'intéressent en particulier, et revisiter des films plus ou moins connus avec des invités qui peuvent être critiques de cinéma, qui peuvent être réalisateurs, qui peuvent être enseignants ou autre chose, le public est vachement content de voir ou de revoir un film, d'en discuter, d'échanger, de commenter. Et je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est peut-être quelque chose comme ça. Alors, sur le plan économique, comment faire, ça n'est pas d'idée particulière. À part peut-être avoir un choix radical d'exercer un autre métier et de faire ça par passion. Vous auriez dû venir là, parce que je pense qu'on est à peu près d'accord. Après peut-être, non, vous posez plusieurs questions, c'est qu'effectivement, il y a deux choses que j'entends là-dedans, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une mésestime de la part des journaux, généralement pour des volontés économiques, par rapport aux lecteurs. C'est-à-dire que les journaux presse écrite, culture ou autre, pensent souvent à la place du lecteur. Par besoin de vendre, il y a un côté, on va mettre ça parce que ça va attirer des gens. Ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance au lecteur, comme il faut faire confiance aux spectateurs. Après, la deuxième chose qui est dans votre intervention, c'est une idée d'éducation à l'image. Et qui est un truc qui est nécessaire, qui est fondamental, et qui existe aussi. Mais là, vous avez raison aussi, c'est un autre métier. Mon souci, c'est que je vois de plus en plus de personnes de mon entourage professionnel qui vont vers ça simplement, alors c'est l'impression de tourner ça en boucle, hein, mais simplement parce que ça leur permet de bouffer, ça leur permet de croûter, et que la critique devient quelque chose d'accessoire à côté, sauf que ça leur permet, en gardant ça, une forme presque de reconnaissance sociale dans leur milieu, parce qu'ils peuvent continuer à avoir accès aux films, accès aux collections de presse. Et quelque part briller dans cette forme de société critique, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, c'est le paradoxe du truc, c'est que critique c'est peut-être le métier le plus égocentrique qui est, c'est parler de soi à travers les films des autres très souvent. Au départ ça ne devrait pas être ça, mais c'est devenu ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non. Bonsoir tout le monde. J'ai une question, alors je sais pas, peut-être être sujet. C'est à propos de l'appauvrissement de la critique. Est-ce que vous pensez que ça peut être lié aussi à l'appauvrissement du cinéma? Parce que peut-être que le cinéma aussi s'oriente dans une direction qui n'est pas forcément
n'est pas forcément bonne. Je parle par exemple du trop-plein de grosses productions, du trop-plein de films de super-héros. Il y a peut-être une surexposition de ces films-là, donc une surmédiatisation de ce cinéma-là, et ce qui amène à force le fait que certains films soient exposés et d'autres moins. Bah, oui, mais vous savez, ça c'est un refrain qui est repris tout le temps. Enfin, en 1930, le cinéma était mort. Je veux dire, le parlant, c'était déjà la fin du cinéma. Serge Danet et Jean-Luc Godard nous ont annoncé dans les années 70-80 que le cinéma était en train de mourir. Je pense que moi, je crois pas du tout à ce catastrophisme. D'abord parce que je pense que la planète cinématographique s'est considérablement étendue. C'est-à-dire que quand j'étais jeune cinéphile, qu'est-ce qui se passait? Par exemple, l'Asie, c'était essentiellement le Japon. Et puis Satyajit Ray au Bengale. Voilà, il y a un cinéaste indien, on ne savait même pas que Ritwik Ghatak existait, il est mort alcoolique, personne ne le connaissait en Occident, bon, mais c'était essentiellement cinéma japonais, Kurosawa, Mizoguchi, même pas Ozu, qui était encore peu connu. Aujourd'hui, il y a du cinéma aux Philippines, il y a du cinéma dont on entend parler avec du talent en Thaïlande, en Corée, au Japon, bien sûr, mais aussi à Hong Kong, en Chine, voilà, donc la planète cinématographique en Iran s'est considérablement développée. Aujourd'hui, la Roumanie donne des palmes d'or, la Turquie aussi. Donc, je pense que peut-être qu'il y a, et puis je ne pense pas que le cinéma français, par exemple, soit moribond. Il y a tous les ans des films de grand talent. Donc, bon, on peut en discuter, mais peut-être qu'il n'y a pas Bresson ou Renoir, c'est possible, c'est sûr, mais il y a tout de même des gens de talent. Donc je pense, en Amérique aussi, je veux dire, il y a tout de même des grands cinéastes qui continuent à travailler. Donc je ne pense pas que la crise de la critique soit liée à un appauvrissement ou un dépérissement du cinéma. Je pense qu'il y a une proportion de films qui sont moins intéressants que de films plus intéressants. Mais moins intéressant par rapport à quoi? C'est une question. Attention, après c'est un débat, c'est un autre débat, c'est une question de goût, etc. Mais... D'accord, prendre le micro. Non, le côté de l'appauvrissement, moi je pense que... Pardonnez-moi, mais je pense que vous faites fausse route. À mon avis, à mon sens, même si c'est une question qui entraîne des corollaires économiques et des problèmes différents, plus il y a de films, mieux c'est. Simplement parce qu'aujourd'hui, les films racontent tous des histoires, montrent tous un point de vue. Les bons et mauvais films, ça c'est une question de subjectivité. Après, même dans le cinéma de masse américain, qui effectivement est dominant, regardez le cinéma américain d'aujourd'hui, par rapport à quelques temps, genre qu'il y a un niveau qui est là aujourd'hui, peut-être qu'effectivement il y a des films qui sont uniquement faits pour des raisons commerciales. Mais il y a quand même quelque chose qui est là. Je veux dire que aujourd'hui, moi j'attends, par exemple, en termes de critique, j'attends une revue aujourd'hui qui étudierait tout ce qu'on appelle les blockbusters et qui ferait un véritable discours critique là-dessus. Je veux dire qu'il y a des choses là-dedans. Rétrospectivement aujourd'hui, regardez par exemple, il n'y a pas trop longtemps, John McTiernan, il y a une rétro à la Cinémathèque. William Friedkin, il y a une rétro à la Cinémathèque. Non mais... Là, on pas être sérieux, pas un auteur sérieux. Bah oui, mais d'accord, mais McTiernan, quand Piège de cristal sort en France, il y a très très peu de papier sur le film, et c'est pareil, genre c'est resté du cinéma hollywoodien. Genre qu'il y a quand même, il y a pas de bon ou de mauvais cinéma quelque part. Après un truc tout simple, tout con, plus les films se font, en tout cas par rapport au système français, mieux c'est, parce que plus les films sortent, quand ils peuvent sortir, plus par rapport au fonctionnement économique, un ticket de cinéma, même d'un gros film que vous trouverez mauvais, permettra d'en faire financer d'autres. Donc à ce niveau-là, après c'est la question qu'on pose au problème, c'est que c'est une question de subjectivité. C'est-à-dire qu'il y a des films que vous allez trouver mauvais, d'autres que vous trouveront formidables. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce que disait Michel est très juste, les outils permettent aujourd'hui de voir des cinématographies émerger. Et aujourd'hui, relativement, parce qu'en France, même si on a 600 films qui sortent et que c'est un des pays où on en a plus qui sortent, il y a des cinématographies qu'on ne connaît pas. Il y a généralement des pays où on voit un cinéaste qui est emblématique. Mais il y a quand même un truc aujourd'hui, c'est que le cinéma est un art extrêmement vivant. Et qui raconte extrêmement de choses, et ce que ça dit du monde, c'est vraiment fondamental. Oui, je pense aussi que, je vous accorde volontiers, si on prend un festival à Cannes en 78-79, il y avait un nombre de cinéastes, de génies qui étaient tous présents sur la croisette. Il y avait Bergman, il y avait Fellini, il y avait Antonioni, il y avait, c'était considérable. Mais en même temps, c'est vrai que ça s'est déplacé. Une revue américaine m'avait demandé les deux cinéastes les plus importants des années 90. Et pour moi, j'ai cité
Abbas Kiarostami et Housia Hossein, c'est-à-dire un Taïwanais et un Iranien. Ça n'aurait jamais venu à l'esprit d'un critique il y a 50 ans de dire que dans la décennie, c'était un Iranien et un Taïwanais. Donc ça s'est déplacé. Alors c'est peut-être que le continent qui a le plus souffert depuis 20 ans ou 30 ans et qui n'a à part la France qui a toujours un très haut niveau, en tout cas un très bon niveau, je pense que c'est l'Europe. Je pense que c'est vrai que le grand cinéma italien, c'est incomparable avec ce qu'il est aujourd'hui. C'est incomparable. Là, personne ne peut en discuter. Je pense que c'est pas une question, même Alex en conviendrait, que c'est pas une question de goût. Je veux dire, ils n'ont pas remplacé les génies qu'ils ont eus. Bon, et dans les pays de l'Est, l'effondrement du communisme, qui est une bonne chose en soi, par contre, du point de vue du cinéma, a été terrible parce que c'était certes des régimes autoritaires, des régimes qui supprimaient les libertés, etc., mais c'est aussi des régimes qui finançaient des grands artistes sans tenir compte vraiment des recettes que ça engrangeait dans les salles. Des cinéastes hongrois, des cinéastes polonais, des cinéastes roumains, etc., ont pu travailler avec des aléas, les Russes aussi, avec des aléas, avec de la censure, avec l'exil, même pour certains. Mais néanmoins, c'était un cinéma vivant en Europe de l'Est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe de l'Est produit beaucoup moins de grands films. Donc l'Europe, en général, a beaucoup perdu de son importance. Mais ça s'est déplacé géographiquement. Je vais juste dire un mot. Je pense que ce qu'il dit, c'est que les médias dominants jouent un rôle de déformation en surmédiatisant je pense aux films genre Avengers et toutes les productions Marvel. Donc les publications, des rééditions cinéphiliques, les films indépendants, ils existent toujours, ouais. Mais il faut, avec Lumet, c'est notre rôle, c'est de considérer les effets produits par les médias dominants. Et on ne peut pas, Henri Malher dit souvent que les médias alternatifs ne sont pas une alternative aux médias dominants. Et il faut quand même avoir en tête que, lisons les critiques du Parisien, par exemple, de voir quel rôle ça joue. C'est le média, c'est le journal français le plus vendu, quotidien. Ouais. Oui, mais est-ce que la vocation du Parisien est de faire de la critique ? Je prends un exemple tout simple dans le Parisien. À une époque, le film de Robin des Bois avec Chabat sort, et la couverture du Parisien, c'est nul, point d'exclamation. On peut penser ce qu'on veut du film. Moi, je trouve que c'est une violence pour les personnes qui ont fait le film qui est phénoménale. Après, ce qu'on oublie, c'est malgré tout, le film a fait 2 millions d'entrées, ce qui n'est pas rien. 15 jours après, sort Podium, film du même distributeur, du même producteur, et là, la couverture, c'est génial. L'effet, il est simple. C'est le distributeur qui a appelé pour dire « Hé, Coco, t'as intérêt à me faire un bon papier sur le film, sinon je sucre la pub. » C'est aussi simple que ça. Genre que moi, je n'ai rien contre les papiers du Parisien en cinéma. Je trouve juste que pour moi, ce qu'ils font, c'est très superficiel. Et que c'est pas en lisant le Parisien que je vais aller faire ça. Après, la question qui est posée, c'est pas la question des films en soi, c'est la question de leur industrialisation et la question de l'industrialisation des médias dominants. Là, vous avez totalement raison. Après, la notion des films en soi, elle est très très large, mais ça dit bien quelque chose. Regardez sur 50 nuances degrés, par exemple, ou même à une époque, disons sur Les Bronzés 3, par exemple. Je ne connais personne qui m'ait dit Les Bronzés 3 est un bon film. Ça a quand même fait près de 12 millions d'entrées. La presse, à l'époque, elle a été relativement unanime dessus. Il y a un moment où il y a forcément une forme de suspicion, simplement parce que s'il y a eu cette unanimité, c'est parce que potentiellement, faire Les Bronzés 3 en couve ou La Vérité si je mens 2 en couve, ça amenait des ventes potentielles en plus. Ça reste à démontrer, mais je pense que c'était dans la logique des décideurs des canards. Après, si demain le Parisien veut faire, je ne sais pas moi, une couverture ou un truc aussi j'allais dire putassier que sur le cas du film de Chabat et de Robin des Bois, avec un film turkmène obscur ou un film argentin obscur, mais oubliez, jamais ça arrivera, parce que ça ne passera pas au-dessus. Quelle que soit la volonté de la personne qui sera en tête du service cinéma ou journaliste, ça ne se fera pas. Donc ça, il faut oublier, ça n'existe plus. Oui, mais on n'est pas obligé d'accepter cet état. Ah, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le pouvoir, c'est pas la presse qui l'a, c'est le lecteur. Hein. Je veux dire qu'on n'est pas obligé d'accepter, achetez pas le Parisien. C'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, je caricature un peu, mais je veux dire il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des citoyens, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais des lecteurs.
Je veux dire qu'il y a un moment où le lecteur aussi a un poids en disant, et c'est ce qui se passe dans la presse cinéma, si elle n'achète plus, c'est aussi, pas que, mais c'est aussi parce qu'elle n'a plus confiance en cette presse-là, et c'est une manière, c'est une moyen de pression de dire, je n'achète pas ton canard, démerde-toi, propose-nous autre chose. Après que ça soit entendu dans les canards, moi j'aimerais bien qu'effectivement on propose autre chose, qu'on soit à la hauteur de ce qu'attend le lecteur. Oui, mais je crois que Alex l'avait d'ailleurs signalé sur le marketing aujourd'hui. Moi j'ai été contacté par exemple pour prendre un rendez-vous avec Inarritu à Venise sur Birdman. J'ai dit oui, mais moi je peux pas prendre un rendez-vous pour un entretien parce que j'ai pas vu le film. Elle dit ah ben non, mais il faut prendre le rendez-vous avant d'avoir vu le film. Bon voilà, et donc j'ai refusé. Après j'ai aimé Birdman, on s'est arrangé pour faire un entretien, c'était très compliqué. Il était en plein tournage sur un western dans le nord de l'Amérique, mais voilà, c'est un exemple. Par exemple, le Gatsby, le Magnifique, c'était un exemple parfait. Jusqu'à la dernière minute, on m'a dit impossible de voir le film n'est pas prêt, il sera montré à Cannes, il n'y aura jamais aucune projection. Pendant ce temps-là, on envoyait un avion avec 15 critiques ou 12 critiques français qui sont allés voir Gatsby à New York, faire des entretiens, et tout a été organisé, les couvertures et tout. Simplement, on tenait à l'écart les critiques pour avoir à la place des journalistes qui étaient complaisants et qui étaient tout à fait d'accord. Il y a même une évolution même incroyable. Par exemple, une revue de prestige, la plus grande revue anglaise, Sight and Sound, qui a été créée en 1934, qui est le produit du British Film Institute, eh bien récemment, ils ont fait une couverture sur le film de David Fincher, et ils avouaient dans leur éditorial qu'ils avaient fait, ils font 10 pages sur le film, un entretien avec David Fincher, sans avoir vu le film. Donc que les méthodes qui étaient d'ordinaire dans Paris Match ou qui étaient ordinaires dans Première soient même acceptées par une revue cinéphilique comme Sight and Sound me paraît très inquiétant parce que c'est une manipulation. Nous, je sais par exemple qu'à Positive, on a toujours refusé de faire des reportages de tournage parce que le reportage de tournage, on vous invite, on vous paye pour aller au Galapagos, on vous loge, vous faites un entretien avec le metteur en scène, etc. Et puis ensuite, 6 mois plus tard, quand le film sort, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez fait déjà 10 pages dans Le Monde ou ailleurs sur le tournage d'un film, vous n'allez pas dire ensuite à vos lecteurs, ce film ne vaut rien. Alors pourquoi utiliser un tel espace pour faire la promotion d'un film qui, quand il est terminé, on découvre qu'il n'a aucun intérêt. Donc on fait une critique favorable parce qu'on a été invité sur le tournage du film et qu'on ne peut pas se déjuger. Donc tout ça, c'est des manières totales de prendre en otage les critiques. Donc la seule solution, c'est de dire non. Nous n'allons pas sur les tournages parce que c'est une façon de vous conditionner. C'est compliqué. C'est compliqué parce que... Non, les Américains... En Amérique, j'ai découvert en Amérique, par exemple, que quand vous étiez invité dans un festival, alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui parce que les journaux ont moins d'argent, mais à l'époque, par exemple, Time ou Newsweek payait le voyage, payait l'hospitalité et refusait d'être invité par un festival pour pouvoir en dire du mal ou même ne faire aucun compte-rendu. C'est-à-dire qu'ils envoyaient un journaliste, le journaliste voyait des films, voyait l'organisation du festival, et puis constatait qu'il n'y avait rien à en dire, que ça n'avait pas d'intérêt pour les lecteurs, et donc ils repartaient. Ils pouvaient se permettre, parce qu'ils avaient payé. Si vous êtes invité, vous êtes quasiment obligé de faire un compte-rendu. Donc tout ça est extrêmement compliqué, mais pour avoir une vraie indépendance, je pense que le refus de... tu citais ce qui se passait à Cancun. À Cancun, oui. À Cancun, au Mexique, où on envoie des gens qui voient 10 minutes d'un film, qui font un entretien avec le metteur en scène, qui se déplacent avec les comédiens à Cancun pendant 48 heures, et ensuite, quand le film sort 6 mois plus tard, l'entretien paraît, alors que le film n'avait pas été vraiment vu. Voilà. Le paradoxe de ça, c'est qu'effectivement, à l'arrivée, ça va donner des papiers, comme généralement ces 5 personnes qui sont sur des médias influents, qui voient la même personne, qui ont vu la même minute de film et qui posent généralement les mêmes questions, à l'arrivée, on a forcément les mêmes papiers qui racontent rien. Donc, il y a certes une instrumentalisation des majors, généralement, de la presse à ce niveau-là, mais la critique... En tout cas, les journaux ont aussi leur responsabilité là-dedans, c'est qu'on a laissé faire. Effectivement, aujourd'hui, on arrive à un stade où si on n'est pas sur une presse très indépendante, c'est très compliqué de dire non. C'est très compliqué de dire, je sais pas, moi là en ce moment il va y avoir une convention Star Wars avec une venue de l'équipe des nouveaux Star Wars. La majorité des journaux à gros tirage, enfin ceux qui
des cadors de la presse généraliste, mais ils sont en train de se mettre à genoux pour y aller, parce qu'ils sont convaincus qu'en ayant des propos, même s'ils sont minimes, de Star Wars à mettre en couverture, ça va faire vendre. Je pense que c'est pas le bon sens à jouer. Et ça, c'est clairement, aujourd'hui, c'est très très compliqué pour les journaux qui ne sont pas indépendants de dire non. De dire non, je ne vais pas me déplacer sur un billet d'avion effectivement en première classe gratos. Non, il y a un côté où je ne vais pas m'engager à dire je fais tant de pages sur un film avant de l'avoir vu. Ça devient très 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 compliqué. Simplement parce que les enjeux économiques des gros films amènent ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des cas où, dans certains attachés de presse dans les majors, on leur dit, la maison mère américaine leur dit, sur tel film, l'objectif, c'est tant d'entrées. Et si tu n'arrives pas à tant d'entrées, t'es viré. Donc après, il y a une forme, appelons ça de complaisance si vous voulez, qui s'installe. Et le problème, il est aussi là, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu pieds et poings liés, on est arrivé à un tel endroit, on est arrivé à une telle position, que c'est souvent compliqué de dire non. Quand il y avait eu l'entretien qui était sorti, on m'avait fait reproche en disant oui, mais tu poses en chevalier blanc, tu craches dans la soupe. Non, parce que je participe aussi à ça malgré moi, simplement parce qu'aujourd'hui c'est le seul moyen que j'ai d'en bouffer de ce niveau-là, de ce métier-là. Mais il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, comment dire non ? Comment, quand Warner appelle les gens de chez Premiere Studio et disent bon alors, qui m'offre la meilleure visibilité sur son canard, qui m'offre la couve et tel papier ? La logique pour moi serait que la personne en face dise non. Sauf qu'aujourd'hui, en termes de possibilité de vente, elle n'a pas le choix, il va falloir dire oui. Et il va falloir se mettre en concurrence. On est juste sur une idée de marketing et de concurrence, pas forcément de contenu. Justement, tout à l'heure, vous disiez que le rôle d'un critique, premièrement, c'était d'être un critique d'art. Sauf que le cinéma, c'est pas seulement de l'art, c'est aussi de l'industrie. Alors, à partir du moment où on parle dans un papier de ce qu'on a ressenti, de choses comme ça, d'accord, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que le rôle du critique, ce soit d'armer, de donner des armes au lecteur, justement, qui lui puisse comprendre et critiquer ce système-là, cette industrie-là? Il y a bien un syndicat des critiques qui existent, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement de l'art ou des ressentis, des choses comme ça, c'est que c'est concret. Donc, est-ce que le rôle du critique, ce ne serait pas de pouvoir créer un groupe, quelque chose qui dénonce, qui combat les méthodes dont on parlait de Warner ou des choses comme ça? C'est aussi une industrie. Donc c'est des moyens, Oui, mais c'est des moyens, genre que les moyens que l'industrie par rapport aux moyens du syndicat de la critique, c'est pas David contre Goliath, c'est des choses tellement... Puis un truc tout con, c'est que si on dit non, les personnes qui disent non à Warner, par exemple, ou à d'autres majors, elles vont être blacklistées après. Après, cette étude m'a dit non, on n'aimerait pas la fois d'après. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est l'autre canard en face qui aura l'exclu potentiel sur telle chose. Il y a un système qui a été inventé il y a quelques années qui est aberrant, qui est les embargos. C'est-à-dire qu'on fait des projections de presse, mais on dit aux gens, attention, là, le distributeur américain ne veut pas que vous parliez du film avant telle date. On a eu le cas, je crois que c'était chez Studio Ciné Live, pour la sortie de Expendables, où le rédac chef fait une interview de Stallone après avoir vu le film, mais l'embargo fait qu'il ne peut pas l'utiliser dans son magazine parce qu'il serait sorti avant la fin de l'embargo. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a fait, ça a été très simple, mais ça n'a pas été dit. Les embargos existent toujours, mais il y a eu 2-3 cas où il y a des journaux qui n'ont pas tenu compte des embargos. Il y a eu un embargo sur le film de Wes Anderson, sur Grand Budapest Hotel. Il y avait un embargo. Ça n'a pas empêché Première de sortir un papier, et il était élogieux. Après, c'est autre chose. Mais avant la fin de cet embargo, est-ce qu'il y a eu derrière quelque chose? Non. Parce que juridiquement, ça ne tient pas sur le système français. Donc oui, il y a des moyens de résistance. Sauf qu'on est tellement pieds et poings liés avec un système économique qu'il y a une telle trouille de ne pas avoir accès à des trucs après, que du coup, et je peux comprendre ça, c'est légitime. Moi, je serais rédac chef. Si on me propose une exclusivité, mais qu'en contrepartie, il y a ça derrière, je vais y réfléchir parce que le but aujourd'hui d'un canard, malheureusement, c'est de vendre. Et à partir de là, il y a une forme de pression commerciale ou psychologique, si vous voulez, qui apparaît et qui amène à cet état-là. La critique aujourd'hui, elle n'a pas forcément de pouvoir contre ça. Par contre, je pense qu'elle a des moyens annexes. Je pense que s'il y avait une idée, d'un seul coup, un journal qui dirait « on va moins parler des films
dominant, entre guillemets. On va moins donner cette place ou la donner différemment. Et on va plus donner de place à des films indépendants, à des cinématographies particulières qu'on ne voit pas. Là, il y aura une chose, parce que je pense que là, il y a un lectorat à reconquérir, en amenant autre chose que du tout venant et un discours pré-mâché. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Après, économiquement, c'est compliqué, parce que ça veut dire que du coup, on renie, éventuellement, on peut... pas abattre, mais presque, tout un système, effectivement, de dominance d'un cinéma hollywoodien, d'un star system et tout ça, qui a besoin d'une médiatisation, qui a besoin de la presse pour exister. Ça, c'est certain. Mais je pense quand même qu'il y a un moyen aujourd'hui d'aller vers une presse de cinéma différente et qui aille hors des sentiers battus. La question après, elle est économique. C'est qu'aujourd'hui, si on veut ça, il faudrait qu'il y ait un mécène qui finance, pas un éditeur, mais un mécène qui finance ça. Des mécènes aujourd'hui pour une revue de cinéma, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu je vais te passer après. Il y a eu une tentative à un moment, il y a eu des idées de faire effectivement une version cinéma de journaux type ce qu'on appelle les MOOC, dont Snatch, 21 et des choses comme ça. Sauf que c'était impensable parce que la périodicité, donc en trimestriel, faisait qu'il n'y avait aucun moyen de se rattacher à l'actualité. À un moment, 21 a essayé de le faire, je me rappelle, c'était sur Welcome, le film de Philippe Curet, et ils ont fait une interview du réalisateur et de Lindon, sauf qu'elle est parue quasiment 3 semaines après la sortie du film, ce qui était trop tard. Et à partir de là, les distributeurs ont dit, bah non, on ne va pas risquer de griller la promotion du film pour quelque chose qui va arriver après, potentiellement quand le film ne sera plus sur les écrans. Donc il y a un côté où je pense qu'il faut passer par une forme de décroissance, arrêter de courir après l'actualité, arrêter de courir après cette espèce de fantasme du grand dénominateur commun, proposer autre chose. Ça peut devenir de la presse de niche, ce qui veut dire qu'elle ne va pas fédérer énormément de lecteurs, mais il ne faut pas rêver aujourd'hui. Une revue de cinéma qui vendra plus de 100 000 exemplaires en France, ça n'existe plus. Mais fédérer un lectorat de manière à le fidéliser et à le faire revenir en amenant un contenu qui est digne de ce nom, ça peut permettre à moyen terme, avec un seuil, de faire vivre cette revue-là. La question est, économiquement, comment on peut le lancer? Aujourd'hui, les groupes de presse sont dans des logiques à court terme, elles ne peuvent pas se le permettre. Ça peut être qu'une initiative indépendante. Je ne connais pas grand monde aujourd'hui qui ait les moyens de miser sur 1 an, 2 ans, le temps que ça se mette en place, de mettre l'argent pour que ce type de revue existe. Mais je suis sûr que ça a sa place. Je pense aussi que les médias sont aussi frileux que les producteurs et qu'ils ont une idée de ce qui va marcher. Quand Positif, par exemple, décide de mettre en couverture Ida, on n'avait aucune idée comment ça allait marcher. On a simplement beaucoup aimé le film, on l'a mis en vedette, et le film a fait 500 000 entrées. Alors qu'il y a des films industriels, complètement, entièrement populistes, tournés en croyant que c'est ça que le public va aimer, et qui font 100 000 entrées ou 120 000 entrées, qui sont des catastrophes commerciales. Quand on a mis en couverture le film turc, on ne savait pas qu'il aurait la Palme d'Or. Simplement, le film nous a subjugués, on a décidé de faire une avant-première. C'était la même chose pour Une séparation. On a fait une avant-première de ce film iranien, fait par un metteur en scène dont les 2 films qui étaient montrés en France n'avaient eu quasiment aucun succès, a fait 1 million d'entrées. Une séparation a fait beaucoup plus d'entrées que beaucoup de films dits commerciaux. Donc on ne peut pas prévoir, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de possibilité sinon ce serait trop facile. Sinon tous les films seraient les mêmes. Tout le monde ferait l'imitation du film qui a déjà eu du succès. Alors c'est pas du tout comme ça. Bon, ça marche pour les blockbusters, pour les suites, etc., pour les franchises, mais il y a des tas de miracles qui se passent, et tant mieux pour les distributeurs indépendants, tant mieux pour les revues indépendantes, parce que parfois ce sont des films qui ne sont pas du tout dans les radars et qui font un grand succès. Le paradoxe de ça, là où la presse a peut-être un rôle à jouer, c'est que les distributeurs indépendants aujourd'hui ont de plus en plus de mal à trouver des salles pour leurs films, à trouver d'accès à leurs films, pour une raison toute simple, c'est que généralement les programmateurs des salles leur disent « Ah ben non, on ne va pas parler de ton film parce qu'il n'existera pas en presse ». Sauf que pour qu'il existe en presse, encore faut-il que la presse décide d'en parler. Dans le cas d'une presse indépendante, comme Positif, ça ne pose pas de souci. Dans d'autres cas, aller proposer aujourd'hui de faire une couverture à Première ou à Studio sur Winter Sleep, sur Timbuktu ou sur Ida, mais jamais. Peut-être qu'il y aura un bon papier à l'intérieur, mais jamais vous aurez une visibilité de ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les indépendants qui ont plus de mal à exister et à faire tourner leurs films en salle ont besoin d'une presse qui, elle, n'a plus les capacités, peut-être même l'envie, de traiter de ces films-là. Alors que c'est par ce biais-là que la critique pourra se renouveler. C'est par ce biais-là que la critique pourra peut-être se réinventer en amenant voir les gens des choses, en leur disant
en dehors des sentiers battus, ce cinéma-là existe, voilà pourquoi il faut aller voir, voilà pourquoi il faut faire votre propre opinion. La question, c'est est-ce qu'on en a les capacités? Et à ce stade-là, ça me paraît un peu mal barré. Ça fait partie du combat avec les maîtres d'essayer de retrouver ses capacités, d'inverser le rapport de force. Moi, je vais dans l'ordre des questions. Là, monsieur là, madame là, et ainsi de suite. Même si on a plus très envie de parler naturellement. On va peut-être prendre une série d'interventions cette fois-ci. Ah, si vous et préférez. après, réagir ensuite. Oui, donc, en fait, d'abord, il y a beaucoup de discussions de la responsabilité de la critique et de dire c'est pas économiquement possible, etc. Mais le positionnement de la CNES, c'est précisément que ces choses-là ne savent pas s'améliorer, que les journalistes, les critiques, etc. peuvent prendre toutes les responsabilités qu'ils veulent, que s'il y a des forces systémiques, parce que vous avez dit c'est ça un sens, c'est de façon contre le LEAC, etc. S'il y a des forces économiques, qu'il faudrait que les critiques prennent leurs responsabilités. Alors comme en parlait Michel Simon, et comme le font des cinéastes comme Watkins, Godard, Poitras, Wackenheffer, Wiseman, Marcel Fuchs ou Gabor Rocha, il y a des tas de cinéastes qui ont pris leurs responsabilités politiquement. Si la critique est déterminée par d'autres forces, je veux dire, au bout d'un certain moment, elle pourrait tout faire. Il n'y a aucun moyen d'en sortir, donc il faut... Et je vous demandais par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est proposé par la CNED et par d'autres organisations, c'est-à-dire la renationalisation de certains médias, que je ne sais pas comment on dit ça, les subsides, les subventions soient décidés, pas selon, soit attribués de façon égale à des revenus, pas selon leur distribution, mais simplement à valeur égale pour évidemment il y a des candidatures, etc. Mais bon. Sauf que là, on sort du débat stricto-sensu autour de la critique, même si c'est lié, mais on en sort un peu. Moi, je suis pas économiste. J'ai éventuellement des vertus des petites bases d'économie du cinéma par ma pratique, mais au-delà de ça, oui, je pense que vous avez raison. Genre que, on a l'air catastrophiste comme ça, mais à choisir, je préférais qu'effectivement ça se passe mieux. Sauf qu'il y a un état malheureusement de fait là, même si ici et là, il y a des alternatives qui passent par d'autres choses, qui passent par autre chose que de la presse écrite, qui passent par des blogs, qui passent par des revues, qui passent par d'autres manières de faire circuler le cinéma. Il y a quand même des espaces qui existent. Après, la question de la presse même, économiquement, c'est un vrai souci, mais il en est quelque chose. Genre qu'à un moment, on va aller dans le mur, on y va. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide d'aller dans le mur, ou est-ce qu'on décide de ralentir au maximum la collision avec le mur pour voir qu'est-ce qu'on fait après? Et ça, qu'est-ce qu'on fait après? Moi, j'ai pas les solutions. Là, je les ai pas comme ça. Mais la question, elle se pose là. C'est comment est-ce qu'on réinvente des modèles pour qu'effectivement, on puisse aller vers ce que vous préconisez. On a entendu. D'accord, donc je le plus vite possible. Donc après, une autre question. Pour la première question, je voudrais aussi, si possible, que Michel Simon réponde après. Donc il y a une autre question, c'est par rapport à cette histoire d'appauvrissement de la critique. En quoi, si vous estimez qu'il n'y a pas d'appauvrissement du cinéma, s'il y a un appauvrissement de la critique, en quoi est-ce un problème si le but c'est d'exposer c'est d'aider au développement du cinéma? Je veux dire, le critique de David Baldwin disait que maintenant on peut trouver autant de choses sur Internet ou dans la critique universitaire qui sont plus intéressantes que ce qui est dans beaucoup de critiques journalistiques. En quoi est-ce un problème? Et si c'est effectivement un problème, il y a quelque chose qui renvoie à cette histoire de force systémique, c'est en termes du court-termisme, etc. Et est-ce qu'il y en a, ça renvoie à la question politique. Et en termes d'appauvrissement de la critique, on n'a pas parlé du fait qu'il y a quasiment pas d'éducation à l'image efficace à l'école. On est dans une culture de plus en plus basée sur l'image. Il y a de moins en moins de grands lecteurs. L'éducation est dans un pire état dans toute l'Europe.
Et tout ça influe sur la qualité de la critique. La dernière chose, c'est est-ce qu'en adoptant une position relativiste par rapport au jugement de cour, est-ce que la critique finalement ne se dessert pas elle-même, et que ce soit vis-à-vis de l'éducation ou vis-à-vis de la responsabilité des critiques? Je veux dire, si 75 critiques américains, je comprends ce qu'a dit Michel Simon, mais s'ils décident de décider quel est le meilleur film, ils n'ont pas à être. Leur jugement doit être quel est le meilleur film, pas autre chose. Et je ne sais pas comment on fait ce compromis entre la politique et l'esthétique, mais en tout cas, il me semble que quand on se réclame du relativisme, le progrès du relativisme dans les dernières 40 années, si à ce moment-là, les gens se sont justifiés de dire on peut dire n'importe quoi sur le cinéma, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur l'art, et tout se vaut et tout est la même chose. Donc, à mon avis, ça dessert la critique de rentrer dans ce mouvement-là. Voilà. Non, mais c'est une intervention qui est en fait une analyse, qui couvre énormément de choses. Moi, je dis simplement je n'ai pas parlé d'appauvrissement de la critique, je vais parler de la raréfaction de la critique, ce qui est quand même pas la même chose. Je pense qu'il y a, encore une fois, énormément, je l'ai déjà dit, je le répète, énormément de choses remarquables qui sont écrites. Mais elles ne sont pas écrites directement dans les grands médias, elles sont pas, et d'autre part, il n'y a pas de il y a une raréfaction dans la presse. À la télévision, c'est d'inexistence, à la radio, c'est très peu pratiqué, et dans la presse écrite, il y a quelques bastions où il y a encore de la critique. Mais par contre, la critique elle-même, c'est-à-dire la capacité d'intellectuels ou d'amateurs de formuler des analyses, des jugements sur les films, n'a jamais été aussi vivace. Je crois qu'il y a une culture cinématographique qui n'a jamais été aussi répandue. Voilà, et je pense que malgré tout, dans nos sociétés démocratiques, la critique est relativement privilégiée par rapport à la majorité des pays où il existe. Moi, j'ai toujours été très frappé que des gens se réclamaient à l'époque soit du fascisme, soit du communisme, qui étaient des systèmes qui étouffaient littéralement l'expression de la critique. Je veux dire, Sadoul ou Brasillac ou ces gens-là, ils prônaient des sociétés où l'existence même de la critique était impensable. Ni dans la Russie stalinienne, ni dans l'Allemagne hitlérienne, il était possible même d'émettre quoi que ce soit. Donc il y a une paradoxe, il y a presque une contradiction entre totalitarisme et critique. C'est presque, puisque le totalitarisme, par définition, refuse toute critique. Donc je pense que les sociétés occidentales démocratiques, bourgeoises, comme on dit, c'est encore des endroits où la critique a pu se pratiquer. Il y a très peu d'exemples de grands critiques qui se soient exprimés dans des pays totalitaires. Mais c'est vrai que je rejoins Michel sur autre chose, c'est qu'effectivement le souci c'est la critique dans la presse. Après, la geste critique, elle est plus que présente. Il y a plein d'initiatives à côté. Sur que des choses, que ce soit certains journaux, mais même des revues qui se créent genre Réplique, ou même un site comme Criticat qui lance des collections, je ne sais plus si c'est Criticat ou Débordement, mais qui lance une collection de livres, genre qu'il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qui existe parce qu'on se rend compte que de toute façon, il y a un appétit pour ça. Il y a un véritable appétit. Après, la question, c'est effectivement, dans la presse, comment la critique peut subsister, comment est-ce qu'elle peut jouer son rôle. Là, c'est là où ça coince. Mais la critique en soi, je veux dire qu'aujourd'hui, oui, c'est pas la peine d'acheter la presse papier pour tomber sur des... Il y a de tout, il y a du bon et du mauvais. Mais sur le net aujourd'hui, on peut trouver des blogs qui sont vraiment formidables et qui sont vraiment dans une forme d'érudition, de transmission, de qualité d'écriture. Ça existe. Criticat, Débordement, Zinzolin, L'Ouvreuse, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Chroniquart parfois, pardon, Versus, Fluxus, il y en a, ils sont là, il suffit. Après ils sont pas forcément médiatisés, mais ils sont là, et ils proposent, même en termes graphiques par rapport à des maquettes de journaux, il y en a certains qui proposent des choses. Et il y a des vignettes aussi qui existent en télé, ce qu'on disait tout à l'heure. Personne ne bouge, par exemple, ça raconte quelque chose et c'est un exercice critique. Même les petites vignettes qui sont sur TCM, qui racontent l'histoire des studios ou l'histoire des films, derrière, parfois, il y a des commentaires qui ça existe. La geste critique, elle est là et elle est très vivante. Par contre, à mon goût, le point de départ qui est la presse papier, là, elle est coincée par des contraintes économiques.